De Palerme à Chicago, d'Istanbul à Tokyo, de Shanghai à Marseille, les mafias ne naissent jamais par hasard. Faiblesse des États, corruption des élites, les causes sont nombreuses et connues. Nées dans le secret, les mafias prospèrent dans la clandestinité, déploient leur réseau dans l'illégalité et pénètrent tous les lieux de pouvoir. Leurs colossaux profits irriguent les marchés d'une économie noire. Leur puissance menace aujourd'hui nos démocraties. L'une des mafias les moins connues et pourtant des plus puissantes se niche au cœur de l'Europe. La mafia corse étend sa toile sur tous les continents depuis un siècle. Elle n'a pu exister et se développer qu'avec la complicité d'une partie de l'État français. C'est l'histoire de cette relation dangereuse que racontent ces films. À l'origine, une île, une ville. L'île, la Corse, est au début du XXe siècle un océan de misère. Pour survivre, des milliers de jeunes partent en exil sur le continent, où la porte d'entrée est Marseille. La cité phocéenne est comme tous les grands ports du monde, le lieu obligatoire par lequel transitent toutes les marchandises en circulation. Matières premières, produits agricoles et industriels. Des activités clandestines s'y développent. Trafic et contrebande, drogue et recel, prostitution et cercles de jeu. Chacun y trouve son compte, ceux qui veulent s'encanailler comme ceux qui veulent gagner de l'argent. Et toutes ces activités se concentrent autour du port et des docks. En effet, Marseille, c'est une grande ville portuaire méditerranéenne dont à peu près un quart, même un tiers d'immigrés, de date assez récente. C'est la ville la plus cosmopolite de France dans ce sens. C'est une ville par là même qui occupe une place assez spéciale. Sur 500 000 Marseillais, 100 000 Italiens, les premiers Algériens et 60 000 Corses installés dans le panier, où fleurissent hôtels insalubres et taudis rafistolés. Les Corses, qui ont quitté avec désolation leur île, découvrent l'indigence des grandes villes. Parmi les déracinés de l'île de Beauté, un homme, Simon Sabiani. Né au centre de la Corse dans le petit village de Casamaccioli, Sabiani débarque à Marseille à 20 ans. Il commence son droit et se lance dans les affaires quand la Première Guerre mondiale éclate. Comme tous les jeunes hommes, les Corses sont envoyés au front en 1914. Engagé volontaire, Sabiani plonge dans l'enfer des tranchées. Là, dans la boue mêlée au sang, il se bat aux côtés d'un autre Corse, le frère d'un homme qui va beaucoup compter pour Sabiani. Son nom, Paul Carbone. Originaire de Propriano, Paul Carbone a grandi à Marseille. Turbulent chef de bande, il est arrêté pour coups et blessures et envoyé au Bad Daf, les bataillons disciplinaires d'Afrique où se côtoie l'élite de la voyoucratie. Mobilisé, Carbone se retrouve en première ligne sur le chemin des dames, où il joue du couteau pour faire tenir les cadavres dans les cercueils. La guerre s'achève. Blessé, Carbone rentre à Marseille. Comme lui, Sabiani rejoint la cité phocéenne, mais pour l'heure, chacun suit son chemin. Sabiani, qui a perdu 3 de ses 4 frères sur le champ de bataille, s'engage en politique avec la haine de la guerre. Il adhère au Parti socialiste, rejoint vite le Parti communiste, avant de fonder la Fédération communiste autonome, qui rayonne sur les quartiers corses de Marseille.
C'est ainsi qu'il commence sa vie politique. Et petit à petit, il se fait des partisans dans un quartier très modeste où il habite. Il se trouve des partisans parmi ses voisins, parmi ses amis, quartier d'ouvriers, de modestes employés, de petits fonctionnaires, de douaniers. C'est son tremplin politique à lui. Sabiani fonde le comité de défense des marins du port, anime l'association philanthropique des douaniers corses, regroupe ses soutiens dans l'association Les Amis de Simon Sabiani. Tous les jours, des insulaires qui ne parlent que corse viennent solliciter son aide. Élu conseiller municipal puis conseiller général, l'ambitieux Corse se crée un réseau, en utilisant la méthode la plus classique du système politique de la Troisième République, le clientélisme. C'est un système qui consiste à échanger contre un bulletin de vote des services qu'un protecteur est en mesure de rendre. C'est presque féodal. Vous savez ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, M. Sabiani, c'est entendu, entendu, mais écoutez, pour cette affaire, il faut revenir me voir. Bien, parce que je n'ai pas les éléments nécessaires en ce moment-ci. Bon, c'est entendu, alors je repasserai. Entendu. J'ai rencontré à plusieurs reprises la fille de Sabiani. Elle m'avait raconté comment, jeune fille, elle voyait devant la porte de leur maison des files de quémandeurs qui venaient demander des faveurs, des postes à la mairie, la réduction d'une amende. C'est un arbitrage plutôt favorable dans un conflit administratif. C'est une intervention pour que le petit ait un métier, trouve un boulot auprès d'une municipalité, enfin auprès d'une structure locale. Il faut comprendre qu'on n'est jamais le client de quelqu'un pour rien. Parmi les milliers de petits services rendus, Simon Sabiani trouve un logement pour la mère de Paul Carbone. Depuis les tranchées, une amitié sincère lie le politicien à cette famille. Paul Carbone, lui, a quitté Marseille pour l'aventure. Engagé dans les messageries maritimes, la compagnie qui relie la France à ses colonies, il sillonne les mers du monde. Les Corses ont constitué l'armature, au fond, de l'administration coloniale française. Mais ils n'ont pas été que dans l'administration coloniale. Ils ont été aussi dans les affaires légales et aussi dans les affaires moins légales. Et on retrouve des Corses en Indochine, en Afrique du Nord, bref, dans toutes les anciennes possessions françaises, ou en tout cas dans toute la sphère d'influence française. Ça va être un élément important pour que le crime organisé d'origine corse, d'essence corse, prenne son envol. Parce qu'effectivement, il y aura toujours, quelque part, un cousin, l'ami d'un cousin, l'ami de l'ami d'un cousin, enfin vous voyez, on peut aller très loin comme ça, qui pourra rendre un petit service. Au début des années 20, Carbone trafique de l'opium et noue des contacts dans tous les comptoirs où est implantée la diaspora corse. Grâce aux bénéfices, Carbone s'achète son premier bar à Marseille. Il y écoule l'opium et les filles. Mais Carbone ne tient pas en place et file en Égypte. Au Caire, il rencontre son alter ego, l'homme avec qui il va bâtir un empire, François Spirito, un Sicilien immigré très jeune à Marseille. Le Caire est la plaque tournante de la traite des Blanches. Carbone et Spirito y font venir des filles de France, les revendent ou les enferment dans leur bordel extrêmement lucratif. Expulsés d'Égypte au milieu des années 20, les deux hommes rentrent à Marseille et s'y implantent. Donc ces deux hommes-là, s'alliant de manière indissociable, c'est un petit peu la force et la ruse, la brutalité de Spirito, parce qu'en fait il a sous un dehors de quelqu'un de poudré, d'extrêmement maniéré. C'est quelqu'un d'extrêmement violent qui est prêt à tuer pour dominer la scène, la pègre marseillaise. Et puis Carbone, donc, qui a fait les 400 coups et qui n'a absolument peur de rien. Donc les deux font la paire et les deux, ils dominent la ville. L'ascension de Carbone et Spirito est vertigineuse. Ils ont sous leurs ordres une armée de nervis, des gérants de bars autour du quartier de l'Opéra, des maisons closes dans le panier,
des contacts en Asie, au Proche-Orient et aux Amériques, où commence à se structurer la mafia sicilo-américaine. Alors évidemment, on ne peut pas faire ça sans avoir des amis et des protections. Il fait mention dans des rapports que j'ai découverts de pots de vin qui sont versés à des policiers de manière à faciliter le trafic dès cette époque-là. En revanche, ils ont aussi besoin de protection politique. À Marseille, c'est évidemment important. Carbone et Spirito rayonne depuis le quartier de la Joliette au pied du panier, quand, en 1928, Simon Sabiani y est élu député. Sabiani sait ce qui se cache derrière la façade légale de Carbone et Spirito. Carbone est le premier truand corso-marseillais dont le moteur est l'investissement et l'expansion. Pour le roi du clientélisme corse, Carbone est une sorte de confrère de l'autre côté du miroir. Sabiani n'est pas là pour les dénoncer. Bien au contraire, il va se servir d'eux. Nous sommes en 1929, année d'élection municipale. Marseille est tenue par le vieux docteur Siméon Flessière qui brigue un 7e mandat. Mais Flessière, accusé d'incarner un socialisme avarié, perd le soutien de son parti. Il se tourne vers Sabiani. Très courtisé, suivi par les Corses de Marseille, Sabiani peut faire basculer le scrutin. Pour le convaincre, Flessière lui promet le poste de premier adjoint. Flessière est vieillissant. Sabiani accepte la proposition. On s'étonne à Marseille qu'un nombre aussi considérable d'ouvriers me suivent. Mais si véritablement on avait recherché les causes de la situation qui m'est créée du point de vue politique, on saurait qu'à Marseille, ce sont des ouvriers qui sont à mes côtés. À l'époque, les campagnes sont extrêmement violentes. Chaque candidat a son service d'ordre qui affronte celui de l'adversaire. Simon Sabiani n'a pas de service d'ordre efficace. Paul Carbone va assurer sa sécurité. Tout se passait au début dans les bars. C'était là où les réunions électorales se tenaient. Les tenanciers de ces bars étaient fréquemment des hommes du milieu ou en relation avec le milieu. Et les violences physiques qui pouvaient survenir, vu que ces bars, ces lieux de rencontre, étaient à proximité l'un de l'autre, là, on avait besoin de services un peu spéciaux. Il s'agissait de supprimer l'adversaire, parfois à coups de revolver. Et là, c'est évidemment dans ce domaine que le milieu pouvait servir à quelque chose. La première alliance politico-mafieuse de France naît ici, dans un deal totalement cynique. En échange des hommes de main de Carbone, Sabiani promet qu'en cas de victoire aux élections, il leur réservera des emplois municipaux. C'est surprenant de retrouver ces gens du milieu, finalement, à une poignée de main d'un élu local, assurant sa sécurité, assurant la sécurité de ses meetings, faisant la claque pendant les meetings, éventuellement le coup de poing contre les opposants. On est face à des gens violents, capables d'une grande violence, mais qui sont capables de la conceptualiser, de l'utiliser dans le cadre d'une stratégie. Pour qui allez-vous voter? Pour Sabiani. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est l'homme réellement capable de défendre les intérêts dignement de la classe prolétarienne à Marseille. Le jour des élections, on bourre les urnes et on fait voter les morts. Résultat, Flessière est réélu. Sabiani prend le poste de premier adjoint. Carbone dispose du bureau d'embauche. Dans la police municipale, dans les organisations sportives, mais aussi au cadastre, au cimetière ou chez les pompiers, les hommes de Carbone et Spirito s'installent, noyotent et permettent aux deux bandits de prendre le contrôle d'une bonne partie de la ville. Carbone et Spirito sont les rois de la nuit, du jeu, de la prostitution et de la mairie.
2 ans plus tard, le maire octogénaire Siméon Flessière meurt dans son lit, comme prévu. Le conseil municipal élit un homme de paille. Simon Sabiani accroît sa mainmise sur Marseille et Carbone y consolide son emprise. Eh bien, ça a été les premiers pas de ces liens scélérats qui vont se structurer entre le politique et le milieu. Et puis ensuite, c'est toujours le même mécanisme qui se met en place. C'est-à-dire que quand vous entrez dans une relation douteuse avec le milieu, eh bien, la logique même de ce milieu, s'il est intelligent et s'il est bien structuré, c'est d'essayer d'aller toujours plus loin pour faire fructifier ses affaires dans les relations avec le politique. C'est ce qu'on appelle les liens scélérats. Député, Simon Sabiani se rend souvent à Paris. Il se lie d'amitié avec un Corse, Jean Chiappe, préfet de police de la capitale. Anticommuniste, antisémite et anti-républicain, Jean Chiappe est une énigme de la Troisième République, contre laquelle il complote. Au début des années 30, le préfet est confronté à un profond changement dans la criminalité parisienne. Paris, qui jusqu'à présent était aux mains de petits groupes de délinquants qui en général faisaient de la prédation sur leur quartier, les sautopates de la Villette, les monts en l'air de Belleville, sont en train de disparaître au profit d'organisations qui là, ça y est, sont structurées. On voit là d'un seul coup beaucoup de Corses apparaître. Les Corses importent la vendetta dans la capitale. Le sang coule dans les rues de Paris. Chiappe doit impérativement y mettre un terme. Sabiani présente Carbone à Chiappe. En s'affichant ostensiblement avec le mafieux corso-marseillais, le préfet envoie un signal à la pègre parisienne. Tenez vos hommes, que le bourgeois s'encanaille sans souci. Ce qui est intéressant avec cette vendetta dite des Corses de Paris contre les Corses de Marseille, c'est que c'est une affaire qui va structurer durablement le milieu français, en obligeant finalement chacun à se positionner et finalement participer et contribuer à l'architecture du crime organisé français de type corse. En retrait des vendettas parisiennes, Carbone joue avec les différents clans et s'impose à Montmartre. Carbone développe alors une nouvelle activité, la plus fructueuse d'entre toutes, le raffinage du pavot en opium et sa fabrication en morphine base, l'ancêtre de l'héroïne. Et donc c'est les premiers laboratoires un peu artisanaux qui vont être installés dans le coin de Bandol, près de Marseille. Et là, on va faire appel à des chimistes et eux ont un savoir-faire qu'ils mettent au point dès les années 30 pour installer ce qui sera bientôt la French Connection. À l'époque dont on parle, dans les années 30, la population toxicomane de Paris n'existe pas. Ce sont des cas très marginaux. On est sur une toute petite population de consommateurs. Et une toute petite population qui, en plus, est limitée à un groupe bien particulier qui a plutôt de l'argent. À Paris, Carbone et Spirito fraient avec un truand monégasque. Agent électoral auprès des politiciens les plus offrants, le baron de Lussatz. Les trois compères organisent certaines des fêtes somptueuses du Paris des années folles. Mistinguett, Jean Gabin, Rému et le jeune Tino Rossi se pressent à leur table, rejoints par les grandes fortunes avides de sensations fortes. Un monde de strass et de corruption où un homme fait couler l'argent à flot. Alexandre Stavisky, le plus grand escroc de l'entre-deux-guerres. L'homme est l'ami intime de la maîtresse de Carbone, la mère Macrel Manouche. Stavisky a corrompu toute la classe dirigeante, politique, magistrats, journalistes. Le discrédit s'abat sur les élites. Démasqué, Stavisky se suicide en janvier 1934. Le scandale fait vaciller la Troisième République. Le préfet Chiappe encourage l'extrême droite à utiliser l'affaire. Il est démissionné. En réaction, le 6 février 1934, les camelots du roi, les jeunes patriotes, les croix de feu et les anciens combattants veulent prendre d'assaut l'Assemblée nationale. La police ouvre le feu. 16 morts, plus de 1500 blessés. Le gouvernement démissionne.
Carbone se vantera auprès de sa jeune maîtresse Manouche d'avoir sorti son revolver et tiré sur les forces de l'ordre, place de la Concorde. Une vantardise ? Pas sûr. Le préfet Chiappe évincé, Carbone et Spirito perdent leur protection parisienne. Les deux truands se retrouvent alors propulsés en pleine lumière, quand Albert Prince, le magistrat chargé de l'enquête sur la mort de Stavisky, est retrouvé la tête tranchée sur une voie de chemin de fer. La mort du conseiller Albert Prince est entourée de circonstances mystérieuses. Crime ou suicide? La police enquête. Il a été trouvé en longueur sur le rail à 20 mètres de là. L'inspecteur Pierre Bonny, chargé de l'enquête, accuse Chiappe et les parrains corses d'être les commanditaires du meurtre. Carbone, Spirito et le baron de Lussat sont arrêtés et jetés en prison. Une des rares occasions pour la presse d'avoir une image des truands. Paul Carbone, dit Ventoux, est le gangster le plus célèbre de Marseille. Il a été mêlé à pas mal d'histoires louches, mais jusqu'à présent, il n'a jamais été pris. Accusé d'être le protecteur des parrains, Sabiani organise leur défense. Il dénonce les manipulations de l'inspecteur Bonny et couvre les murs de Marseille avec cette affiche et cette phrase devenue légendaire dans les rapports entre mafia corse et République française. Carbone est mon ami et demeurera mon ami. Un homme politique français revendique publiquement ses amitiés sulfureuses avec le milieu. Pourquoi l'a-t-il fait ? Je l'ignore. Mais dans cette culture de la clientèle, de chef de clan, de faveur, de fidélité, c'était une façon de dire « je suis un homme honorable, je reconnais mes amis, je les soutiendrai toujours ». À ce moment-là, Carbone et Spirito, parce qu'ils ont le soutien de Sapiani, vont apparaître comme les incarnations hexagonales de ce nouveau type de banditisme qu'on va alors à ce moment-là appeler gangstérisme. C'est un peu comme si ces relations entre milieu et politique éclataient au grand jour. Et ça polarise toutes les attentions. On ne parle plus que de ça, on analyse le phénomène, on se demande si c'est proche de la mafia italienne, parce qu'on voit à ce moment-là le mot mafia aussi être utilisé. On est persuadé que le mode de fonctionnement politique américain est arrivé en France. On pensait être à l'abri et on ne l'est pas. Marseille est alors comparée à Chicago et Carbone à Al Capone. Al Capone a connu son heure de gloire pendant la Prohibition, mais il s'est laissé griser. Trop de faste et trop de violence ont précipité sa chute. Le parrain de Chicago est tombé en 1931. Les mafieux découvrent que le tapage et l'ultraviolence les rendent extrêmement vulnérables. Ils doivent fuir la lumière. Paul Carbone en a bien conscience. Dans l'affaire Prince, l'accusation de l'inspecteur Bonny repose sur du vent. Les trois hommes n'étaient pas sur les lieux le jour du meurtre. Innocentés, Paul Carbone, François Spirito et le baron de Lussat sont libérés. À la gare Saint-Charles, Sabiani organise un accueil grandiose pour Carbone et Spirito. Des centaines de curieux assistent à leur descente de la Canebière. Le soir, au fond d'un restaurant, après quelques coupes de champagne savourées entre amis, on se laisse prendre en photo, pour la gloire. Il n'existe que 2 photographies issues d'une même série, rassemblant Sabiani, Carbone et Spirito. Celle-ci et celle-là. Ce sont des images rares, des preuves visibles de ce pouvoir invisible. Les émeutes du 6 février 1934 ont bouleversé la vie politique française. Socialistes et communistes s'allient et créent le Front populaire. Conséquence immédiate,
Aux élections municipales de 1935 à Marseille, la liste Sabiani est menacée. Son rival, le socialiste Henri Tasso, recrute un service d'ordre pour combattre celui de Carbone et Spirito. Il fait appel à 2 jeunes proxénètes corses aux dents longues, les frères Guérini, qui incarneront la 2e génération de la mafia corse. Antoine et Barthélemy Guérini ont quitté leur petit village de Calenzana, aux portes du Maquis, pour vivre sur le continent. À Marseille, ils ont commencé par la prostitution. Comme leurs aînés Carbone et Spirito, ils ont acheté un bar et placé leur première fille sur un bout de trottoir. Leurs 6 frères et sœurs les ont rejoints pour les épauler. En 1935, Antoine et Barthélemy peuvent déjà compter sur des dizaines de complices, d'hommes de main, d'associés. Il leur fallait des protections. Socialistes par tradition, ils se sont rangés derrière Tasso. Pendant la campagne, le clan des Guérini affronte les porte-flingues de Carbone. Les violences se succèdent, d'autant qu'un 3e clan corse se met au service du candidat des radicaux, le clan des frères Renucci. Il y a déjà toute une nébuleuse criminelle qui gravite autour du monde politique de la municipalité. Il y a un système, je ne dis pas justement qu'il y a des mafias, mais il y a un système mafieux de corruption, d'aise, c'est-à-dire d'échanges politico-criminels qui, polluent la vie politique de la cité. Dans les urnes, le vent de l'histoire est sans appel. Le socialiste Henri Tasso gagne haut la main, les Guérini font embaucher leurs hommes à la mairie, Simon Sabiani bascule dans l'opposition, Carbone et Spirito perdent leur protecteur politique. Le clan Sabiani plus Carbone et Spirito est un petit peu défait en 1935. Puis l'arrivée du Front populaire va faire en sorte qu'effectivement Sabiani et ses amis seront un petit peu écartés du pouvoir politique à Marseille. Et donc c'est les Guérini qui, à partir de 1935-1936, commencent à monter un peu plus sur la scène et à dominer un petit peu la scène. Alors ces 4 figures, Carbone, Spirito, Mémé et Antoine Guérini, se toisent, se connaissent. La défaite de Sabiani ébranle le système de Carbone et Spirito. Leur impunité est menacée, leur autorité sur le milieu est contestée. Spirito est partisan de la méthode radicale, liquider le clan Guérini. Carbone, plus stratège, pense qu'il est temps de se parler. Il est fait mention d'un déjeuner très arrosé dans lequel Carbone et Spirito donnent leur aval au fait que les Guérini prennent une petite part du gâteau, mais pas tout le gâteau. Comme si c'était, comment dirais-je, une discussion de table d'hommes d'affaires, mais bon, c'est, voilà, on se réunit, on discute, toi t'as tel quartier, toi t'as tel quartier. Marie-Christine Guérini est la fille de Barthélemy Guérini, le plus jeune des 2 frères. Entre ses photos de famille et les coupures de presse, Marie-Christine trie ses souvenirs, ceux de la fille d'un parrain du milieu. Quand même, Antoine, il faut qu'il explique qu'à mon père, donc à Miach ou à Mémé, qu'il faut quand même avoir une discussion pour répartir les territoires. Ou alors il faut carrément sortir les fameux machins là, que j'ai eu en héritage et que j'ai laissé dans les coffres du 44. Mais ils savent s'entendre pour gérer la ville et se répartir, dans le fond, les trafics comme il le faut. Toi, si tu veux des femmes, tu prends les femmes. À ce moment-là, tu prends les vieux quartiers de Marseille et c'est bon, c'est ce qu'ils ont fait. Et puis, Carbone a cette phrase qui scelle le destin de la mafia corse. Sur l'île, on peut se chamailler. Sur le continent, les Corses doivent se serrer les coudes. C'est quelque chose qui est décidé et qui ne sera pas, rediscuté. Cette rencontre est l'acte fondateur de la mafia corse. Elle jette les bases de son organisation, diffuse, souple et peu hiérarchisée.
les différents clans doivent respecter la spécialité et les territoires des uns et des autres. En échange, selon les mots de Carbone, d'une modeste redevance. Les hommes de main infiltrés à la mairie servent à tout le monde. L'essentiel pour Carbone et Spirito, c'est de conserver le contrôle du port, tisser leur toile entre Marseille et Paris, la France et les colonies, l'Europe et l'Amérique. Pour l'instant, la Corse est protégée de tous les trafics. L'île de Beauté est préservée. Au même moment, aux États-Unis, la mafia sicilo-américaine se structure et devient un véritable consortium. Cosa Nostra américaine est née, une structure pyramidale et hiérarchisée, avec une ambition affichée, créer le premier syndicat du crime. En 1936, la France entre dans une nouvelle ère. Le Front populaire remporte les élections, Léon Blum est nommé à Matignon. À Marseille, Simon Sabiani, l'ancien homme fort de la politique locale, perd son siège de député. Dans tout ceci, où est Sabiani ? Il est progressivement isolé. Et où, dans tout ceci, est le sabianisme, cette politique de la clientèle, de l'amitié au jour le jour c'est un problème. La polarisation de la vie politique française permet à Sabiani de se remettre en selle. À Paris, le premier parti fasciste français, le PPF de Jacques Doriot, voit le jour. Le parti auquel nous avons appartenu pendant longtemps, qui s'appelait le Parti communiste. Comme Sabiani, Jacques Doriot, c'est un ancien communiste désenchanté. Doriot fonde un parti qui a des ambitions d'être un parti national. Il parle vaguement du socialisme dans le cadre de la nation. Donc on voit où cela peut mener. Ce sont les éléments d'un fascisme assez confus. Pour Sabiani, les idées ne comptent pas. Mais je crois qu'à ce moment-là, Doriot paraît avoir hypnotisé Sabiani. Et en lui, Sabiani voyait le moyen de retrouver un avenir politique. Quelle décrépitude et quelle déchéance! Simon Sabiani devient l'un des chefs du PPF à Marseille. Le service d'ordre du parti est majoritairement constitué de Corses recrutés par Carbone et Spirito. Ils sont en première ligne quand la guerre d'Espagne éclate en 1936. Le port de Marseille est stratégique pour le ravitaillement des belligérants. L'aide aux républicains mobilise clandestinement les appareils communistes et socialistes, soutenus par les Guérini. Carbone et Spirito, eux, œuvrent pour Franco. Avec le PPF, ils empêchent les navires à destination des républicains de quitter le port. Le clan des Renucci leur prête main forte. Carbone et Spirito expédient des centaines de tonnes d'armes et de munitions, des contrats colossaux qui montent à plusieurs centaines de millions de francs. Les deux parrains ouvrent à cette occasion des comptoirs dans le port d'Anvers en Belgique. Les embargos se multiplient et accroissent les possibilités de trafic pour le crime organisé. Tout est bon, la morphine comme le parmesan, l'alcool comme les armes. L'argent coule à flot. À la mairie ou sur le port, Marseille est totalement gangrénée par la corruption. À ce moment-là, Henri Tasso est maire de la ville, il en a hérité donc en 1935, mais il a hérité d'une ville qui est très endettée et qui souffre d'un nombre vraiment trop important d'agents municipaux, qui sont souvent en plus des agents qui ont été recrutés par Sabiani et qui n'ont pas les compétences pour les postes pour lesquels ils ont été recrutés, qui souvent sont des repris de justice. Donc on voit très bien comment, à ce moment-là, il y a eu aussi un dérapage du mode de fonctionnement clientélaire. Et tout cela éclate au grand jour lorsque, en 1938, les Nouvelles Galeries, un grand magasin sur la Canebière, brûlent. Le 28 octobre 1938, un jour de grand mistral sur la Canebière, la luxueuse façade du grand magasin Les Nouvelles Galeries prend feu. Les pompiers marseillais sont incapables d'y faire face.
Le scandale des emplois fictifs tourne à la tragédie. L'immeuble s'effondre. On retrouve 73 morts dans les décombres. Le Parlement lance une enquête. Le gouvernement place la ville sous tutelle. L'administration est prise en main par l'État. Tasso est congédié. Il n'y a plus de maire à Marseille. La réputation de Marseille, ville mafieuse, s'installe dans toute l'Europe. À Paris, Carbone et Spirito étendent leur empire. La nuit, ils sont au cœur d'une zone grise où se croisent politiciens, stars du showbiz et industriels. Carbone et Spirito cherchent des hommes nouveaux, mieux éduqués, capables de parler le langage de cette bourgeoisie sensible à l'étiquette. Un jeune homme apparaît alors dans leur premier cercle. Étienne Léandri est monté à Paris pour étudier le droit. Fin et cultivé, doté d'un physique de jeune premier, il exerce rapidement ses talents de gigolo. Il connaît pas grand monde, hein, lui, d'une famille modeste. Bon, il a un oncle dans les douanes qui lui présente un peu le grand monde, donc il traîne dans certains bars. Il va notamment au Georges V, qui est un endroit où il y a quand même un peu le tout Paris. Et donc au Georges V, au bar du Georges V, là, il côtoie vraiment le gratin des affaires, le gratin du showbiz. Repéré par Carbone, qui le voit souvent partir au bras de femmes esselées, Léandri est très vite invité à la table du parrain. Forcément, il rencontre Carbone et Spirito parce qu'ils sont très rencontrables, c'est des gens spectaculaires. C'est des gens avec qui il va nouer des relations tout en étant pas complètement avec eux. C'est des vrais bandits armés, des vrais bandits dangereux. Le coup de maître d'Étienne Léandri, étreindre, lors d'un tango, l'une des femmes les plus riches du monde, Renée Brodier, la femme de l'américain Virgil Neal, qui est à la tête de Tocalon, l'empire du cosmétique. Léandri a tout juste 20 ans, Renée 40 et son mari 60. On raconte que Neal leur a donné sa bénédiction, ce qui était très généreux de sa part. Ils organisent des fêtes invraisemblables. Ils ont acheté une maison qui aujourd'hui est un des plus grands hôtels de luxe français. C'est 90 employés de maison, du lapis lazuli, de l'or partout, des voitures à n'en plus finir. Chaque voiture a son propre personnel, son chauffeur est en livrée adapté à la voiture. Ils faisaient des dépenses qui étaient considérables pour le seul bien de leurs amis, de la fête, de la nuit, de l'alcool et du rire. En quelques mois, Étienne Léandri se hisse au rang d'amant officiel de Renée Brodier et de confident de Virgil Neal. L'entreprise était très décentralisée, en partie pour des raisons fiscales, mais aussi pour le protéger, lui et son entreprise. Léandri découvre toutes les combines des multinationales, les paradis fiscaux et les techniques de blanchiment d'argent. Léandri rêve de prendre la place du chef. Il découvre aussi le monde interlope de l'extrême droite, Virgil Neal étant l'un des plus riches soutiens de Mussolini. Neal ne s'embarrassait d'aucune contrainte. Il était impliqué dans beaucoup d'affaires légales, mais aussi illégales. Et Léandri était un peu comme lui. Léandri est aussi à l'aise au cœur du Gotha que dans les bas-fonds. Carbone le met aussitôt sur quelques affaires de stupéfiants. En 1938, Léandri est arrêté avec 2 trafiquants de drogue. Écroué, il passe 3 mois à la prison de la Santé avant d'être acquitté. À l'été 1939, quelques semaines avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, Léandri débarque aux États-Unis avec Renée Brodier. Il veut prendre des parts dans l'empire du Vieux-Nil. Mais les fédéraux américains, très bien informés, le soupçonnent de prendre des contacts avec la mafia américaine. De New York à San Francisco, Léandri est suivi à la trace par les stupes, qui ne trouvent rien. Le couple d'amants de son côté ne parvient pas à déposséder le Vieux-Nil. Un accord existe, dans un contrat que j'ai découvert. Je pense que Neal voulait s'assurer
que Léandri et René ne prennent pas trop de pouvoir au sein de l'entreprise. Virgin Neal avait pris les devants. Quand ils reviennent en Europe, Léandri et sa maîtresse découvrent un nouveau monde, celui de la guerre et de l'occupation, là où les repères vacillent, où l'ordre crée le désordre, où, pour la première fois, la mafia corse va pénétrer les plus hauts rouages du monde politique. Au début pourtant, tout commence mal pour les mafieux. La France est coupée en deux. Au sud, le régime du maréchal Pétain lance la Révolution nationale, censée nettoyer le pays de la gangrène pourrie de la République. Les camps d'internement regroupent, en plus des juifs, des communistes, des apatrides et des francs-maçons, tous les truands fichés par la police. Carbone, Spirito et leurs hommes se retrouvent sous les verrous à la Bastide de Sisteron. Simon Sabiani revient en grâce. Chef du PPF pour la zone sud, il a l'oreille de Laval et devient l'homme fort de la collaboration à Marseille. Sabiani va à Vichy et il demande à Laval, qui est à l'époque le Premier ministre de Pétain, de faire libérer ces voyous. Il dit on en a besoin pour la Révolution nationale, etc. Et les policiers, bien qu'ils soient de la police de Vichy, quand ils regardent un peu qui sont les gens internés, ils disent c'est des gens dangereux. Mais Laval est ferme et il donne l'autorisation à Sabiani de faire libérer ces voyous. En zone occupée, la Gestapo veut radicaliser l'occupation et éliminer tout ce qui entrave le Troisième Reich. Pour cela, il lui faut des hommes sur place. Henri Chamberlain, dit Lafon, criminel de premier ordre, est l'un d'eux. Il exercera ses talents dans le renseignement politique et économique, la spoliation, la traque des résistants et des juifs, avec le pouvoir de perquisitionner, d'arrêter, de torturer et de liquider, si bon lui semble. Très efficace, Lafon sera repéré par Helmut Knoren, le chef du contre-espionnage de la Gestapo. Helmut Knoren soutient Lafon. Ça veut dire que, grosso modo, Lafon est un intouchable. Intouchable pour la police française, intouchable pour le milieu, et intouchable pour les Allemands eux-mêmes. Il devient une espèce de personnage hors norme comme seules les guerres peuvent en créer. Lafon recrute des criminels qu'il sort de prison et installe son équipe rue Lauriston dans le 16e arrondissement, créant la fameuse carlingue de sinistre mémoire. On a rarement réuni dans un même groupe des délinquants d'un tel calibre. Et on retrouve aussi quelques policiers ripoux. Lafon s'adjoint les services de l'inspecteur Bonny, celui qui avait arrêté Carbone et Spirito dans l'affaire Stavisky. Tout ce que la pègre compte d'ordures se retrouve enrôlé dans la carlingue, dont beaucoup d'hommes du système Carbone et Spirito. Carbone, lui, reste à distance. Il n'oublie pas l'humiliation que Bonny lui a fait subir. Lafon va donc recruter un certain nombre de Corses dans son équipe, qui ne vont pas tellement d'ailleurs s'occuper d'actions de collaboration, mais être davantage dans des actions de prédation, c'est-à-dire des attaques à main armée, couvertes par le service de la rue Lauriston, et des actions de pillage notamment des biens juifs. Donc on voit des malfaiteurs, avec l'accent marseillais, crier police allemande un peu partout dans Paris, rentrer chez les gens, les brutaliser, les dépouiller, les voler, et tout ça sous le regard finalement, on va dire, impuissant de la police française. Ils devenaient des personnages qui avaient le droit de continuer leurs activités, mais avec une carte de police. Sitôt libérés par Sabiani, Carbone et Spirito se sont enrôlés dans la Gestapo. Ils sont maintenant Wehrmann, c'est-à-dire hommes de confiance. Brandissant leur Ausweis qui leur permet de franchir la ligne de démarcation à leur guise, Carbone et Spirito bénéficient d'une totale impunité. À Marseille, ils se mettent au service de Sabiani. À Paris, leurs bordels et restaurants accueillent les dignitaires allemands. Le milieu s'intéressait surtout au marché noir. D'où est-ce que Carbone et Spirito tiraient leurs revenus? C'est de la contrebande, c'est de la drogue, c'est de la traite des blanches, c'est de la prostitution. Les officiers allemands voulaient leur nourriture, leurs armagnacs, tout ce que pouvait fournir le marché noir. Pour Carbone et Spirito, les Allemands deviennent des clients.
D'un seul coup, le voleur peut devenir commerçant. D'un seul coup, le voyou devient policier. D'un seul coup, le racketteur, finalement, devient une sorte de percepteur. La frontière entre le milieu qui s'occupe du marché noir et les autres qui s'occupent de dénoncer des résistants et des juifs est parfois assez floue. À quelques rues de la Carlingue, au 11 boulevard Flandrin, siège le commandant SS Roland Nossec, expert en renseignement politique. Nossec rencontre un homme qui se rend vite indispensable, Étienne Léandri. Quand la guerre éclate, Étienne, il se retrouve à Paris, dans un environnement où il n'est pas choqué par les Allemands, finalement. Le jeune Corse guide Nossec dans les nuits parisiennes, l'introduit au cœur de la pègre de Pigalle, lui offrant sur un plateau un vivier d'informateurs bon marché. Il l'invite aussi aux grandes fêtes données par le couple Nil, Léandri Coron-Nossec, en exaucant tous ses désirs. Dans les fêtes du Paris occupé, ils sortent tout le temps, ils lui présentent des nanas, ils lui trouvent de la bouffe, il lui fournit des filles. Il y a une collaboration intime et complice. Oui, la Gestapo est mal logée, il l'aide à se loger. Léandri crée une entreprise parallèle à Tocalon, la société cosmétique Accra. Son unique clientèle, les nazis. En quelques mois, Léandri fait fortune. Il se vante de dépenser plus de 25 000 francs par jour et s'enorgueillit de financer le PPF de Doriot. Le 8 novembre 1942, les Alliés débarquent en Afrique du Nord. En réaction, les Allemands envahissent la zone libre. La Seconde Guerre mondiale entre dans une nouvelle phase. Marseille passe à l'heure allemande. La Gestapo réquisitionne un hôtel particulier, au 425 rue Paradis. En manque d'informateurs, les dirigeants nazis se tournent vers l'homme fort de Marseille, le chef du PPF, Simon Sabiani. Quand les Allemands arrivent, ils installent leur service de sécurité. Et avec 50 ou 60 agents, la section 4, qui se chargeait de la chasse aux Juifs, de la chasse aux résistants, était incapable de gérer tout cela. Il leur fallait des indicateurs, au moins 200 ou 300 à Marseille. Et parmi ces indicateurs, il y avait pas mal de membres du PPF. Simon Sabiani est la figure du PPF à Marseille, et comme homme de main, il a évidemment à sa droite Carbone et Spirito. Et donc Carbone et Spirito s'engagent complètement dans le camp de la collaboration avec des hommes de main qui vont devenir des tueurs à gages, qui vont torturer, qui vont piller, qui vont arrêter des juifs, des résistants, qui seront d'ailleurs payés à la tête du résistant. Je prends l'exemple de Palmieri, personnage le plus sinistre qu'il soit. Il employait, je crois, une centaine d'inspecteurs, entre guillemets, à cette tâche, qui recevaient un salaire et une prime de 1000 francs pour chaque juif qu'ils arrêtaient. Qui était Palmieri ? Il était entré à la mairie en 1933 grâce à Sabiani. Palmieri était toujours, en quelque sorte, un ami de Sabiani, un membre du PPF. Si Carbone, Spirito, Renucci et leurs hommes collaborent ardemment, les Guérini, eux, rejoignent la résistance. Ils ont un rôle ambivalent parce qu'ils ont intérêt dans des bars, dans des hôtels de passe, et que la clientèle allemande, la clientèle politique, évidemment, continue de venir chez eux. Mais ils protègent, parfois dans leur cave, un certain nombre de résistants, de juifs qui aident à cacher ou à s'échapper. Ils vont avoir un double jeu, en quelque sorte. Fidèle à ses engagements envers les socialistes, Barthélemy Guérini s'enrôle très tôt aux côtés d'un jeune avocat, Gaston Defer, qui est à la tête du réseau résistant Brutus. Le réseau de Brutus est à l'origine un réseau de renseignement, qui a ses radios qui envoient des rapports à Londres et des rapports précieux, notamment pour tout ce qui est relation avec les partis politiques en train de se reconstituer. Mais progressivement, va se poser la question de créer ce qu'on appelle une branche action pour le réseau, donc une branche militaire destinée à se battre dans la perspective de la libération. Dans ce creuset des milices socialistes autour de Gaston Defer, on va retrouver donc des militants sincères,
des ex-repris de justice et beaucoup de Corses. Et c'est dans ce contexte-là qu'on va aller chercher des gros bras qui ont des armes, qui savent faire. Les trafics de faux papiers, ils savent faire. Les trafics de fausses monnaies, ils savent faire. Les braquages pour récolter de l'argent, pour acheter des armes, ils savent faire. Enfin, oui, vous comprenez. L'usage des armes, ils les connaissent, etc. Faire une opération ad hominem, c'est-à-dire tuer un officier allemand, c'est pas évident. Hein. Il faut, ils ont le maniement des armes. Bien, on ne regarde pas qui vient, qui rejoint la résistance. On ne regarde pas l'origine. Donc il y a des résistants sincères qui sont des purs politiques, et puis il y a des hommes de main, des voyous qui se sont reconvertis et qui ont trouvé là une nouvelle cause à défendre. Et éventuellement, c'est les hommes qui aiment l'aventure, qui aiment le coup de feu. Et les Guerini font partie de ces gens-là. La résistance multiplie les attentats. Début janvier 1943, un bordel marseillais fréquenté par les soldats allemands est visé. Les nazis décident de détruire ces bas quartiers de Marseille tenus par la pègre, qu'ils considèrent comme le chancre de l'Europe. Sur les hauteurs de la cité phocéenne, Bousquet, pour la police française, et Auberg, pour les SS, supervisent l'action de 12 000 hommes. Les grandes figures de la pègre corse de Marseille sont incarcérées. Jouant de ces protections, Carbone est rapidement libéré, tout comme Antoine Guérini, tandis que son frère, Barthélemy, condamné à mort, parvient à s'évader. Lors de la première grande rafle de Marseille, 6000 personnes sont arrêtées, 1600 sont déportées, dont de très nombreux juifs, qui ne reviendront jamais. Dans les jours qui suivent, plus de 1500 immeubles sont rasés, 14 hectares sont détruits. La destruction du bastion de la mafia corso-marseillaise redistribue les cartes des alliances politiques. Joe Renucci prend ses distances avec la collaboration et se rapproche du commissaire Blément, qui a organisé un réseau de voyous patriotes issus de la pègre. Blément, c'est un flic de guerre. C'est pas un flic qui veut être en temps de paix, quoi. C'est-à-dire, c'est un flic de guerre où on s'embarrasse de rien. Il y a une seule chose qui compte, c'est l'efficacité. Il dit qu'il traque ses ennemis avec une cruauté et la délicatesse naturelle de la mafia. Et c'est vrai que Blément va dans la recherche des criminels de guerre, faire preuve d'un zèle excessif. From the shores of North Africa, the United Nations High Command launches the greatest amphibious military operation in history, the invasion of Sicily. En juillet 1943, les Alliés débarquent en Sicile. Pour garantir le succès de l'opération, l'ancêtre de la CIA, l'OSS, a négocié avec le patron de la mafia sicilo-américaine, Lucky Luciano, emprisonné depuis plusieurs années. Quand les troupes américaines débarquent dans l'île, elles sont guidées par Cosa Nostra. Les Alliés confient l'administration de la Sicile à la mafia. Peu après, la Corse se libère, seule. Grâce à ses résistants mobilisés dans chaque village, l'île met en déroute une division SS entière. J'accorde à la fortune et l'honneur d'être le premier morceau libéré de la France. Le courage des insulaires face à l'occupant nazi contraste avec l'infamie de nombreux mafieux corses de la diaspora. Sentant le vent tourner, Carbone décide de gagner l'Espagne franquiste. En décembre 1943, il monte à Paris à bord d'un train de nuit pour rejoindre sa maîtresse, Manouche, et fuir avec elle. Mais peu après minuit, des résistants font sauter le train. La jambe droite de Carbone est sectionnée, la gauche coupée jusqu'au tibia.
Quand Spirito arrive à son chevet, Carbone vient tout juste de rendre son dernier souffle. Les plus hauts dignitaires de la collaboration se pressent à ses funérailles, orchestrées par Étienne Léandri. Dans l'église, les chœurs chantent l'Ave Maria autour de Tino Rossi. Parmi ceux venus rendre hommage au premier parrain corse de l'histoire, on reconnaît Simon Sabiani. La mort de Carbone annonce la fin d'un clan mafieux et profile l'essor d'un autre, celui des frères Guérini. Barthélemy s'illustre dans les rangs des partisans socialistes, aux côtés de plusieurs centaines d'hommes, pour l'essentiel des Corses du panier. À leur tête, Defer planifie les actions de sabotage en vue du débarquement des Alliés. Les liens noués dans le combat clandestin, dans des heures sombres, ont une force qui nous échappe un petit peu. C'était dans des situations où ces hommes risquaient leur vie et il y a des liens quand même assez forts qui se nouent à ce moment-là. Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent en Normandie. À Paris, les hommes de la rue Lauriston se séparent. La légende veut que Lafont, avant son exécution pour haute trahison, est confié à un mafieux corse, le butin de la Gestapo française, composé de bijoux, d'or et d'argent. Pour les derniers, ceux qui sont très compromis, ils vont partir. C'est des gens qu'on va retrouver en Amérique latine, je pense notamment à Joseph Ricor, qui est le seul Corse à être resté auprès de Lafont. Mais des gens comme ça partent et deviennent effectivement des chevilles ouvrières de ce qu'on appelle ensuite, quelques années plus tard, la French Connection. À Paris, Étienne Léandri croit encore dans la victoire de l'Allemagne. Vêtu de son uniforme de la Gestapo, il retrouve son ami, le SS Roland Nosek au Fouquet's, et festoie avec lui, une dernière fois. Grande fête avec Nosek au Fouquet's, et ils se disent au revoir. Étienne remplit la Bentley de lingots et de victuailles, et puis il part sur la route. Étienne Léandri rejoint Berlin et s'enrôle dans l'école d'espionnage et d'infiltration du Troisième Reich. Sabiani, puis lui aussi en Allemagne. Il s'en va en Allemagne avec sa famille et avec plusieurs centaines de membres du Parti populaire français. Il rejoint Sigmaringen, sauf qu'il est juste à côté, dans une petite ville de Mengen. Et là, il se met, encore une fois, à travailler comme un fou pour essayer de sauver la situation. Le jour même de la fuite de Sabiani, les Alliés débarquent en Provence. Les combats sont d'une violence extrême et se doublent localement d'une course au pouvoir entre gaullistes, communistes et socialistes. Marseille est libérée le 28 août 1944. Le lendemain, les socialistes prennent le pouvoir dans la cité phocéenne. Ils dirigent le comité de libération installé à la préfecture du département. Gaston Defer est nommé président de la délégation municipale. Parmi ses fidèles se trouvent Antoine et Barthélemy Guérini. Ils vont entourer Gaston Defer, l'aider à prendre le pouvoir, à la fois au moment de la libération, et puis ensuite à la mairie de Marseille. Et donc après, ils seront très bien installés politiquement pour être protégés, y compris dans leurs activités illégales. Le clan Sabiani, Carbone, Spirito, qui a posé les jalons de la mafia corse et dominé Marseille depuis la fin des années 20, s'est désintégré. Tous sont condamnés à mort par contumace. Après son étape à Sigmaringen, Sabiani fuit à Milan, Buenos Aires et enfin Barcelone, où il meurt. Son corps sera enterré dans son village natal de Casamaccioli, en Corse. Spirito, lui, est allé directement en Espagne avant de passer incognito au Canada, puis aux États-Unis. Il deviendra l'un des piliers de la French Connection. Quant à Étienne Léandri, il quitte Berlin en avril 1945 et se réfugie à Genève, puis à Milan, d'où il prépare son retour flamboyant. Tout est en place pour la deuxième époque, avec une base désormais bien installée, Marseille.
Shanghai, Beyrouth, Hanoï, Tanger. La mafia corse s'est constituée comme une diaspora criminelle. Née à Marseille, d'un pacte scélérat noué entre un politicien peu scrupuleux et d'ambitieux parrains, la mafia corse étend ses ramifications dans tous les recoins de l'Empire français. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, pour garantir une certaine vision des intérêts de la République, certaines franges du pouvoir vont lui permettre de devenir une multinationale du crime au service de l'État français. Marseille après la guerre est un champ de ruines, une ville mutilée, aux routes impraticables, à la gare détruite, aux ports sinistrés. Les sans-logis se comptent par milliers. Il n'y a plus d'État, plus de police, plus d'ordre, sauf un, celui des parrains du milieu. Les survivants du clan Carbone et Spirito, trop impliqués dans la collaboration, sont en exil. Le clan des Guérini, actif dans la résistance à Marseille, hérite de leur empire. Au moment de la libération, le paysage est un petit peu dégagé parce que Carbone et Spirito ne sont plus dans la course. Donc ceux qui dominent la ville, c'est ceux qui ont contribué à sa libération, notamment avec Gaston Defferre, les hommes de main qui ont pris le Provençal avec mitraillette à la main, qui ont pris la mairie, donc qui se sont installés au pouvoir. Le futur ministre de l'Intérieur de François Mitterrand est alors un jeune avocat socialiste. Chef de la résistance locale, Gaston Defferre préside la délégation municipale et supervise la reprise des services publics. Et dans ces mois troubles où personne n'a rendu les armes, Defferre ne peut compter que sur les mafieux pour maintenir l'ordre. Les Guérini se sont réinféodés à la mairie de Marseille et à son environnement, et ils ont pris une part énorme dans la vie publique marseillaise en garantissant le maintien de l'ordre dans la ville. Lorsque l'État est faible, les mafias ou les organisations criminelles prospèrent, parce qu'elles sont quelque part peu ou prou un substitut à l'architecture de l'État et à sa structure. Dans cette atmosphère insurrectionnelle, deux forces politiques jurent à Marseille de prendre la place du socialiste Defferre, les communistes et les gaullistes. La première confrontation survient en avril 1945 aux élections municipales qui suivent la libération. Les communistes triomphent et leur leader Jean-Christophe Hall devient maire. Nous voulons que les Marseillais connaissent l'emploi qui se fait des impôts et des taxes. Terrible défaite pour Gaston Defferre, mais aussi menace réelle pour la mafia. Les communistes veulent nettoyer la ville et reconstruire le pays en vue d'une révolution socialiste. Devenus première force politique en France, ils entrent au gouvernement. Au sommet de l'État, les tensions sont fortes. L'union prime encore, mais elle va se fissurer. De Gaulle place ses hommes venus de Londres, dans tous les rouages de l'État, dans la police et les services spéciaux. Beaucoup de gaullistes sont persuadés de l'imminence d'une troisième guerre mondiale. Quelqu'un comme Malraux est persuadé que le Parti communiste prépare un coup de force, qu'il va s'emparer du pouvoir. Du coup, le choc gaulliste-communiste va devenir explosif. Les hommes du général se tournent vers les clans mafieux pour lutter contre les communistes. À Marseille, un homme de la toute nouvelle DST est incontournable. Bonjour, monsieur le commissaire. Le commissaire Blément. Blément connaît tout du milieu, et il s'y sent bien. Depuis la guerre, il est très proche de deux hommes, Joe Renucci et Marcel Franchisi. Renucci, ancien lieutenant de Carbone et Spirito, a rejoint la résistance après avoir collaboré. Franchisi, lui, s'est immédiatement engagé aux côtés du général de Gaulle. L'amitié liant Franchisi, Renucci et Blément s'est nouée à Alger, dans les coulisses de la préparation du débarquement. Dans ce combat contre les communistes, un nouvel acteur entre en scène. L'armée américaine, qui administre l'Italie, possède des bases dans toute la France et prépare déjà la guerre froide. La CIA dépêche l'un de ses meilleurs agents, Irving Brown. Ancien dirigeant syndical passé au service de la lutte anticommuniste,
Irving Brown débarque à Marseille. Avec l'appui du gouvernement français, des socialistes de Gaston Defferre, l'émissaire de la CIA recrute dans le milieu. Les services secrets américains ne vont avoir aucun scrupule dans leur lutte anticommuniste. Et ils vont recruter aussi des nazis. Ils vont recruter Barbie, par exemple. Eh bien, ils vont recruter anciens nazis, mais ils vont recruter des mafieux, tout simplement pour leur efficacité, pour lutter contre Moscou. Irving Brown navigue entre la France et l'Italie. À Naples, il retrouve le principal indique de la CIA, le patron de la mafia sicilo-américaine aux États-Unis, Lucky Luciano, qui avait facilité pendant la guerre le débarquement des Alliés en Sicile. En échange de ses bons et loyaux services, Luciano est libéré à la fin du conflit, mais condamné à l'exil en Italie. Dès lors, le parrain aide la CIA et Irving Brown dans leur lutte contre le péril rouge et réorganise secrètement toute sa structure. En décembre 1946, Luciano traverse clandestinement l'Atlantique. Il débarque à Cuba et prend ses quartiers à l'Hôtel National de La Havane. Tout le Gotha du crime organisé a répondu présent. Depuis la fin de la Prohibition, c'est la première fois que toutes les grandes familles se réunissent. À la place d'honneur, Lucky Luciano est intronisé Capo di tutti i capi, autrement dit, chef suprême de Cosa Nostra. À ses côtés, Meyer Lansky, le patron de la mafia juive new-yorkaise, bras droit de Luciano et financier de l'organisation. Meyer Lansky est un visionnaire. Il a eu un concept pour les grands bandits, c'est d'avoir d'abord de s'installer dans une île, donc où le contrôle des frontières est plus simple, ensuite d'avoir la police, d'avoir les douanes, et donc à partir de là, eh bien, installer évidemment les casinos, les femmes, les hippodromes, les grands hôtels, et donc gagner de l'argent à tout va, et au fond se le répartir avec seulement une toute petite part pour le chef d'État. Pour que leurs rêves se réalisent, Lansky et Luciano doivent placer un homme à eux à la tête du pays. Ils soutiennent un ambitieux général qui sera leur obligé, le général Batista. Well, that depends. What did you have in mind? Le rêve cubain de Cosa Nostra est connu de la CIA. Mais en ce début de guerre froide, des mafias fortes et structurées sont autant de bataillons de nervis à disposition pour les services secrets. De retour en Italie, Lucky Luciano noue des liens étroits avec la fine fleur des collabos français qui y vivent en exil. Parmi eux, Étienne Léandri, le gigolo du tout Paris des années 30 qui paradait avec l'uniforme d'officier de la Gestapo pendant l'occupation, est désormais installé à Milan. Condamné par contumace à 20 ans de travaux forcés pour intelligence avec l'ennemi, Étienne Léandri est en cavale, il ne peut plus revenir en France. Lucky Luciano va expliquer à Étienne la nouvelle approche du monde pour les 50 années à venir. C'est une découverte. C'est-à-dire que, dorénavant, les services, la police, le pouvoir doivent devenir des alliés. L'opportuniste qu'il est se rend compte qu'en affichant très clairement un anticommunisme et la volonté d'agir en ce sens, il va obtenir les faveurs de la CIA. Lucky Luciano va faire d'Étienne Léandri son ambassadeur pour aller discuter avec la CIA aux États-Unis. Dans la vision de la CIA, Moscou est au fond aux portes de Paris et aux portes de Marseille. Et dans ce cadre-là, Étienne Léandri va être un personnage important. Il connaît les têtes mafieuses de tout le pourtour du bassin méditerranéen. Étienne Léandri, Joe Renucci, Marcel Franchisi et les frères Guérini, chacun installé dans un système de dépendance politique, deviennent des rouages importants de la guerre froide en Méditerranée. En France, la guerre froide éclate à Marseille, lors des élections municipales d'octobre 1947. De Gaulle, qui a quitté le gouvernement et créé son propre parti, vient dans la cité phocéenne soutenir son candidat à la mairie.
Le RPF apparaît au printemps 1947 et très vite, il va se doter d'un service d'ordre qui apparaît à l'automne, hiver, qui est extrêmement puissant, 10 à 15 000 hommes. C'est considérable, c'est presque une petite armée privée. Donc systématiquement, les meetings vont déraper. Vous avez des affrontements opposant des dizaines de personnes à coups de tessons de bouteilles, de gourdins, de matraques, de nerfs de bœuf. Par endroits, les armes de guerre ressurgissent, étant entendu que les communistes et les gaullistes ont été les acteurs principaux de la résistance. Les armes sont toujours là. On va voir par endroits des permanences explosées sous l'effet de grenades, rafalées au pistolet mitrailleur. C'est extrêmement violent. Après des semaines de combats de rue, les résultats provoquent la stupeur. Les communistes sont battus. Le candidat gaulliste gagne la mairie grâce à un vote en sous-main des socialistes. Mais les communistes ne s'avouent pas vaincus. La hausse du ticket de tramway est le prétexte au déclenchement de grèves insurrectionnelles. Au conseil municipal, communistes et gaullistes en viennent aux mains. Dans les rues, les manifestations virent à l'émeute. Le 12 novembre 1947 au soir, la foule se rue au quartier de l'Opéra tenu par la pègre et saccage tous les bars. On entend plusieurs détonations. La foule se disperse. Au milieu des tracts et des pavés éparpillés, un jeune militant est à terre, livide. Vincent Voulant est mort. Barthélemy Guérini a raconté cette histoire à sa fille, Marie-Christine. Et ils ont tout cassé. Ils ont cassé la potinière, ils ont cassé le perroquet bleu. Ils ont... les communistes, c'est les communistes. Bon, et à ce moment-là, mon père est accusé d'avoir tué un jeune communiste qui s'appelait Vincent Voulant. Pendant 3 jours, les Guérini vont disparaître, un mandat à l'arrêt est lancé et tout. Et puis subitement, le 4e jour, les Guérini vont reparaître et le principal témoin avait confondu. Mais il s'était trompé et en fait, c'était pas les Guérini qui avaient tiré, qu'il avait vu tirer, il les a pris, c'est quelqu'un d'autre qui l'a pris pour les Guérini, quoi. Et c'est le juge Sacotte qui le reçoit et qui le relâche dans les 2 heures ou 3 heures, je crois. Il est relâché, voilà, mais ça a fait les journaux pendant longtemps. Les communistes instrumentalisent l'événement pour déstabiliser Defferre. À la Chambre des députés, ils l'accusent de pervertir Marseille en protégeant le clan des Guérini. Effrontément, Defferre se dresse face à eux. Il dit « Je ne connais pas les Guérini ne sont pas mes amis, et si jamais je les rencontrais dans la rue, je ne pourrais pas les reconnaître. » Il répète ça plusieurs fois à l'Assemblée nationale. Évidemment, c'est un énorme mensonge. Et là, on voit bien la limite pour ces hommes politiques, c'est-à-dire que on a besoin de ces hommes-là pour certaines tâches. Mais il faut qu'ils restent aux marges. On ne les connaît pas. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir leur être utile à certains moments. Évidemment, c'est un échange de bons procédés. On va fermer les yeux, on va pas vouloir voir ce qui se passe. Voilà. Mais il ne faut pas que leurs affaires soient trop voyantes. Hein. Si ça arrive devant la justice, ça arrive devant la justice. Et là, le politique, il ne connaît plus. Les compromissions de Gaston Defferre ne pèsent rien face à la menace rouge. Le combat se poursuit sur le port, où les premières marchandises du plan Marshall doivent bientôt arriver. Marseille est la porte d'entrée de ce plan pour le sud de l'Europe. Les dockers qui bloquent l'entrée des marchandises américaines doivent cesser leur grève, peu en importe le prix. Et sur les quais déserts, les caisses d'armes ne bougeront pas. La CIA donne alors carte blanche à son agent, Irving Brown. La CIA a divisé la CGT et monté des groupes socialistes pour créer un nouveau syndicat, Force ouvrière, dissident de la CGT. Et puis, ils vont contribuer à financer tout ce qu'ils peuvent, et notamment des gros bras de la voyoucratie corse à Marseille, qui sont extrêmement implantés dans la ville et qui peuvent faire le coup de feu face notamment à la CGT. Sur le port, Irving Brown fait appel aux frères Guérini pour coordonner les clans corses avec les forces de police. Les mafieux ont tout intérêt à briser les grèves qui bloquent leur trafic. Conseillé par Étienne Léandri, Lucky Luciano envoie des dockers siciliens.
Renucci et Franchisi, qui ont intégré le service d'ordre gaulliste, sont eux aussi en première ligne dans les affrontements, avec l'appui inconditionnel du ministre de l'Intérieur, de la DST et des hommes du commissaire Blément. La CIA a fourni de l'argent et des armes aux mafieux corses. Les mafieux corses et les CRS ont roué de coups les grévistes et ils ont efficacement cassé les grèves à Marseille. En moins d'un mois, la CGT recule. Les efforts conjugués du gouvernement français, de la CIA, des forces anticommunistes de la ville et des mafieux corses brisent le mouvement. Cette sombre alliance, supposée garantir la sûreté de l'État, permet à Marseille de redevenir une zone bénie de la pègre. La CIA poursuit sa route et ne pense plus à cela, ne regarde pas en arrière. Mais les forces politiques locales se trouvent, elles, dans une nouvelle configuration. C'est ce qui va permettre aux mafieux corses de poursuivre leur trafic à Marseille dans une quasi-impunité pendant plus de 20 ans. À droite 15. Les liens créés entre Lucky Luciano et les Corses ouvrent des perspectives colossales pour les trafics internationaux. À l'ombre de la CIA et des services secrets français, Joe Renucci s'installe au Maroc, protectorat français, à Tanger plus précisément, où il devient un agent de premier ordre pour le SDEC, le service d'espionnage français. Tanger est un port franc qui échappe à tout contrôle administratif. Tanger est surtout l'escale obligée pour tous ceux qui transitent entre la Méditerranée et l'océan Atlantique. C'est ici que les mafieux corses veulent adapter le rêve cubain de Lucky Luciano et Meyer Lansky. Toute la crème, l'aristocratie du milieu, y passe ou s'y installe. Donc effectivement, dans ceux qui apparaissent à Tanger, je veux dire sur place, comme étant deux des personnalités qui tiennent bien le port, qui tiennent bien le réseau méditerranéen, qui sont bien en place pour faire affluer vers la ville les marchandises qui ensuite devront être transportées vers le continent européen. Effectivement, il y a deux noms qui surgissent, c'est Renucci et Franchisi. Originaires du même village corse, Renucci et Franchisi mettent au point le trafic le plus lucratif de l'après-guerre. Un trafic qui permet de constituer de véritables fortunes, la contrebande de cigarettes américaines. On n'est plus sur le truand qui va faire son petit braquage. On est face à des groupes internationaux. Renucci, son vis-à-vis, à l'époque, c'est Lucky Luciano. Apparaissent les premiers go fast, ces vedettes ultra rapides qui traversent les mers en déjouant les efforts de la police. Ce trafic nécessite une coordination parfaite entre Joe Renucci et Marcel Franchisi à Tanger, Antoine et Barthélemy Guérini à Marseille, Lucky Luciano et Étienne Léandri en Italie. On est dans des associations, et il y a des spécialités, des gens qui savent amener d'un point A à un point B, qui donnent le relais à d'autres, qui amènent au point C, parce qu'il y a nécessité de cette collaboration. C'est un crime organisant, finalement, qui se structure par lui-même, parce qu'il a besoin de se structurer pour être efficace. Et dans le fond, c'est une répétition générale de ce qui va se faire après dans le trafic de stupéfiants, de drogue. Mais les fortunes générées par le trafic de blondes attisent l'avidité. Une livraison effectuée par le combinati attire l'attention de la police. Consigne est donnée par les Guérini de faire profil bas et surtout de ne pas écouler la marchandise, le temps que l'affaire se tasse. Mais un membre de l'équipe veut les doubler et transgresse la consigne. S'ensuivra une sanglante vendetta qui durera 20 ans et fera près de 30 morts. Loin des vendettas locales, les rapprochements entre les grandes organisations mafieuses se consolident. Au début des années 50, Meyer Lansky, le financier de Cosa Nostra, entame une tournée en Europe. Il est très intéressant de noter que cet homme-là, donc, qui connaît parfaitement la réalité criminelle américaine et européenne, eh bien, il va aller dans plusieurs pays, notamment en Suisse à cause évidemment des paradis fiscaux, mais surtout, il va aller en France, à Paris et à Marseille, parce qu'il veut prendre contact et tisser des liens étroits avec les Corses, les Corsos marseillais. À Paris, parce qu'ils ont des cercles de jeu qui sont très influents et qui
servent justement très bien leurs intérêts, et à Marseille parce qu'il a bien compris qu'à l'époque, eh bien, ces réseaux de trafiquants de drogue corso marseillais sont à l'époque parmi les plus sophistiqués, les plus puissants du monde. Quelques mois après le voyage de Meyer Lansky, le dictateur Batista prend le pouvoir à Cuba. Comme prévu, le rêve cubain se réalise, l'île devient le paradis des mafieux. Certains Corses en exil débarquent à La Havane. Cosa Nostra leur propose un deal, des parts de leur parc immobilier, les autorisations pour les jeux et la prostitution, en échange de leur héroïne, la Marseillaise. Le changement de perspective, c'est l'héroïne. Parce que l'héroïne commence à s'implanter sur ces réseaux de trafiquants de cigarettes. Très rapidement, ces gens s'aperçoivent que c'est beaucoup plus intéressant que de faire du trafic de cigarettes qui rapporte de 1 à 3, de 1 à 4, de 1 à 5, de 1 à 10 maximum. Faire du trafic d'héroïne, parce que l'héroïne, c'est de 1 à 50, de 1 à 100. Oui. Donc là commence la French Connection. Et dans la French Connection, c'est pas les Corses qui ont la connaissance de la transformation d'héroïne. L'héroïne est une invention allemande, créée pour soulager les souffrances des soldats blessés au combat. Le hasard a fait que certains ingénieurs de la chimie allemande, compromis dans la guerre, se sont réfugiés en France, ont refait leur vie en France. Et c'est de ces chimistes allemands-là, certains s'implantant dans le sud-est de la France, que l'on apprend dans ces milieux du crime marseillais à transformer la morphine base en héroïne. Dominique Albertini et son demi-frère Joe Cesari maîtrisent rapidement ce secret de laboratoire qu'ils poussent à la perfection. Chimiste de génie et considéré comme un demi-dieu, Cesari réussit à synthétiser une héroïne pure à 98%. Or, à l'époque, les mafieux siciliens, par exemple, ne savent absolument pas faire ce genre de choses. Et donc, quand un homme aussi important, par exemple, que Lucky Luciano, va faire appel aux Corses, mais c'est ça qui est très surprenant, il le confie, il fait appel aux Corses avec une certaine réticence, parce qu'il a peur de la puissance, justement, de ces organisations corses. Donc, ça permet de bien comprendre à quel point, d'un point de vue historique, on a très souvent et pendant longtemps sous-dimensionné l'importance et la puissance de ces réseaux corses criminels à l'époque. Mon oncle a téléphoné à mon père et il lui a dit Marie-Christine, il faut qu'elle vienne à la maison. Bon. Et on m'a présenté Lucky Luciano. Ça, c'était la première fois. Après, je l'ai revu souvent. Donc, il y avait, entre mon père et Lucky Luciano, une amitié extraordinaire d'hommes voulant évacuer toute cette noirceur de la société. Et un jour, il lui a dit, tu vois, comme tout Marseille t'appartient, ben moi, toute la Sicile et New York m'appartient. Et à l'époque, il était donc protégé par la mafia new-yorkaise. Il n'y a pas que les Guerini, mais les Guerini dominent la scène. C'est eux qui sont considérés, y compris dans des rapports officiels, comme les principales figures du milieu, les parrains, les vrais parrains de Marseille. Et eux, ils vont se mêler de ce trafic, même bien qu'ils s'en défendront, ils vont se mêler de ce trafic dès le début des années 50. C'est-à-dire, en fait, à partir du moment où il y a un deal avec la mafia sicilo-américaine pour livrer aux États-Unis de l'héroïne, eh bien, la pègre corse, les parrains corses, et particulièrement les Guerini, vont tout faire pour organiser et faire monter en puissance ce business extrêmement lucratif, et qui va faire qu'ils vont aller chercher la marchandise au Moyen-Orient, la transformer dans leur laboratoire clandestin dans la région de Marseille, et l'expédier vers les États-Unis, vers l'Amérique du Nord, par tout un tas de voies et de canaux. Jamais la montée en puissance de ce business n'aurait été possible sans l'aide d'une partie de l'État français. En 1950, la guerre d'Indochine fait rage. Elle coûte très cher à la France et conduit militaires et services spéciaux à monter des opérations ultra secrètes. L'une des plus scabreuses s'appelle l'Opération X. L'Opération X est simple. Pour empêcher les hommes d'Ho Chi Minh, qui contrôlent le nord du pays, de déferler vers le sud, l'armée française pactise avec les Hmong, une ethnie qui vit de la culture du pavot. En échange de l'achat de la totalité de leurs récoltes,
les Français se garantissent le soutien des familles Hmong et bloquent ainsi la progression communiste. Trois régions, avec d'importantes forces guerrières, étaient également des lieux de production d'opium. Là, les Français aidaient les tribus locales à récolter le pavot. Des vols non enregistrés de l'armée de l'air française récupéraient l'opium, puis se rendaient à Vung Tau, appelé aussi Cap Saint-Jacques, où se trouvait une raffinerie. L'opium était ensuite livré à une mafia sino-vietnamienne sous la direction du 2e bureau en Indochine. Une partie de cet opium est vendue aux Corses de Saïgon, issus de la diaspora installée là depuis le 19e siècle. Ils envoient la morphine base vers Marseille, la transforment en héroïne et l'expédient aux États-Unis. Les bénéfices récoltés par le SDEC et l'armée française leur permettent de s'acheter une armée contre-révolutionnaire dans le nord du pays. Quand vous essayez de redessiner les zones politiques, de changer la direction d'une société locale ou d'une nation, quand vous infiltrez et assassinez, quand vous menez des opérations clandestines, bien souvent, vos meilleurs alliés sont ceux qui se trouvent au centre de ce monde, au cœur de cet enfer. C'est pourquoi, à maintes reprises durant la deuxième moitié du XXe siècle, les services ont fait alliance avec la pègre. Ces alliances sont-elles nécessaires ? C'est une abstraction. Ont-elles joué un rôle significatif dans la conduite de ces opérations spéciales ? Oui, bien évidemment. Quand les Français achètent le pavot directement aux Hmong, la tribu leur est fidèle. Mais quand les Français utilisent des intermédiaires, les Hmong qui se font voler rejoignent les lignes ennemies. C'est ce qui se passe à Dien Bien Phu. Les hommes d'Ho Chi Minh s'allient aux Hmong, hostiles aux Français, et lancent une attaque décisive sur la plus grosse base aéroportée de l'armée française au Nord-Vietnam. Dien Bien Phu tombe après 2 mois de siège. Début mai 1954, la France perd sa première guerre coloniale et signe un traité qui coupe le Vietnam en deux. Désormais le Nord est communiste, le Sud est nationaliste, le terrain est livré aux Américains. Privés de cette source d'approvisionnement, les mafieux corses déploient leur réseau en Turquie, en Iran et au Liban, avec les mafias locales. Les laboratoires tournent à plein régime dans la banlieue de Marseille. À la mairie, Gaston Defferre a pris ses quartiers. L'ancien résistant, qui a déjà occupé plusieurs ministères, est une grande figure de la 4e République. À partir de 1953, Gaston Defferre devient le maire de Marseille et va s'en suivre un long règne à la mairie de Marseille, où il va à la fois toujours faire attention de ne pas apparaître comme étant redevable à la pègre de ses élections, de son pouvoir, de son influence, mais où, évidemment, personne ne peut nier, et tout le monde sait en ville, que Gaston Defferre a des amis qui sont des Corses, a des amis qui sont dans la pègre, et dans ses gardes du corps, dans ses anciens lieutenants de la résistance, figurent les Guérini qui, on le sait, ont fait le coup de main et font le coup de main pendant ces campagnes électorales. Moi, quand je voyais Gaston Defferre, ou à la maison, ou quand mon père se déplaçait pour aller le voir près de l'église Saint-Victor, il avait un appartement, c'était terrible, terrible. Oui, on t'a donné ci, tu nous as pas rendu ça, puis alors tu te prends pour qui, mais alors maintenant, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Et ils sentaient finalement, les frères Guérini, donc mes parents, la famille sentait que, c'est la vie, hein, que petit à petit, Gaston, il prenait ses arrières pour un jour les lâcher, quoi. Pour dire un jour, mais non, on m'avait jamais rendu service. C'est dans la logique des choses. Après la perte de l'Indochine, Paris s'accroche à son empire colonial au Maghreb et fait appel à certains mafieux corses installés sur place. À Tanger, Joe Renucci et Marcel Franchisi participent aux opérations de contre-terrorisme. Peine perdue, en 1956, le Maroc accède à l'indépendance. Tanger perd son statut de port franc. Joe Renucci voit son empire s'effondrer. Il meurt peu après d'un cancer foudroyant.
À Cuba, la prise de pouvoir par Castro signe la fin de l'appropriation mafieuse de l'île. Castro leur confisque tous leurs biens, met fin au trafic et au blanchiment d'argent. À la recherche de nouveaux territoires, Marcel Franchisi étend son empire au Liban, dans les jeux et dans les banques. À Beyrouth, il fraye toujours avec le SDEC. En France, Franchisi se fait un nouvel ami dans les cercles gaullistes, un jeune représentant de la maison Ricard, qui connaîtra une ascension fulgurante, un certain Charles Pasqua. C'est là, dans la nébuleuse gaulliste, que Charles Pasqua et Marcel Franchisi rencontrent Étienne Léandri. Le parcours d'Étienne Léandri, à partir de milieu des années 50, est assez extraordinaire. Donc voilà un homme qui est condamné par contumace à 20 ans de prison, indignité nationale pour intelligence avec l'ennemi, et grâce à l'action de la CIA, il va se retrouver blanchi complètement. Non seulement blanchi, mais très rapidement, c'est quelqu'un qui va être installé, et où? Eh bien, tout simplement dans le système gaulliste. En 1958, le général de Gaulle reprend le pouvoir avec l'aide des parachutistes de l'armée, profondément attachés à l'Algérie française. Alger attendait de Gaulle. Et c'est dans un véritable délire que le chef du gouvernement a parcouru les rues de la ville. Je vous ai compris. C'est l'opération Résurrection et la naissance de la Ve République. Mais très vite, de Gaulle décide de lâcher l'Algérie. Il se retrouve face à une armée factieuse, une organisation terroriste infiltrée au plus haut niveau de l'État, l'OAS, la plus grande entreprise terroriste jamais connue en France. L'OAS tente de liquider physiquement le général. Le général de Gaulle a une nouvelle fois servi de cible à ses adversaires déterminés. Dans la nuit, aussitôt après l'attentat du Petit Clamart, nos reporters ont suivi les premiers pas de l'enquête. De Gaulle doit sécuriser le régime. Il s'en remet à Jacques Foccart, son éminence grise qui dispose des pleins pouvoirs. Jacques Foccart est un personnage essentiel, à la fois Monsieur Afrique, Monsieur Service secret et Monsieur clandestin. Foccart, ça va être l'homme de tous les coups tordus. Foccart réactive le noyau dur des gaullistes de la première heure, mobilisés au sein du SAC, le service d'action civique. Une police parallèle qui s'installe au cœur des institutions de la Ve République. Le SAC, il y avait donc des hommes politiques. On voit Comiti, on voit Sanguinetti et on voit Bozzi. Mais ça, c'est le côté, disons, présentable. Et puis, il y a un côté qui est quand même moins présentable. C'est surtout Marcel Franchisi, grand mafieux corse, ou corso-marseillais. Et puis, on va retrouver aussi Léandri. Au moment de la guerre d'Algérie, si 80% des services secrets français sont considérés comme favorables aux thèses de l'OAS, comment combattre l'OAS uniquement avec des gens qui sont plutôt en sympathie idéologique, en tout cas avec ces mêmes acteurs? Eh bien, il a fallu trouver ce que le général de Gaulle appelait des éléments invisibles, c'est-à-dire des éléments extérieurs au service classique, pour mener un certain nombre d'actions qui ne sont pas des actions très recommandables. Et donc on ne va pas demander à un professeur d'université d'aller poser une bombe ou d'aller égorger quelqu'un. Donc évidemment, là, on fait appel à des professionnels. Et ces professionnels du crime, eh bien, on les trouve essentiellement justement dans ces grandes organisations criminelles qui, elles, sont tout de suite très heureuses que l'on puisse faire appel à elles parce qu'elles savent qu'ensuite, elles vont obtenir un retour sur investissement en termes de moyens de pression et puis parfois d'ailleurs en termes d'influence au sein même des services. Donc le SAC, qui est la milice gaulliste, va recruter des hommes de main dans le milieu, et notamment dans les milieux corses, dans le milieu de la pègre, on va recruter des gens qui vont faire le coup de feu contre l'OAS pour évidemment survivre à la crise algérienne, survivre aux menaces de l'OAS, survivre à des menaces de déstabilisation intérieure. On va voir à ce moment-là des gens du SAC arriver, place Beauvau, dans la cour du ministère de l'Intérieur, en treillis, avec des casques. Certains sont armés et ils se mettent au service comme ça, spontanément, de l'intérieur.
On va également voir des gens du SAC qui, en province, vont de manière très physique rendre des visites au préfet pour s'assurer du légalisme de celui-ci. Parmi ceux qui combattent l'OAS, figure Charles Pasqua. Il dirige le SAC à Marseille. C'est un remarquable organisateur, un meneur d'hommes très charismatique, très apprécié par la base militante. Donc, il couvre 3 départements, Alpes-Maritimes, Var et Bouches-du-Rhône. Gaston Defferre, le maire de la ville, combat lui aussi l'organisation factieuse et condamne fermement les terroristes. Il appellera en plein congrès socialiste à les tuer tous, textuellement, et à s'en débarrasser. Alors, son appartement parisien de l'avenue du président Wilson a été plastiqué à ce moment-là, et des témoins, des proches de Defferre à l'époque, m'ont raconté qu'il était retourné voir ces gens qu'il connaissait très bien, en leur disant bon ben voilà, on m'a plastiqué, vous répondez. Et vous répondez à chaque fois qu'ils me font quelque chose. Il n'est pas question que je me laisse faire. Dans cette époque de l'OAS, on partait tous les 8 jours, il fallait faire la valise. Et tu sais, aujourd'hui, tu vas partir avec Carmen quelques jours à la campagne parce que la maison a explosé. Si les frères Guérini soutiennent toujours Defferre, ils commencent à jouer sur les 2 tableaux de l'échiquier politique et se rapprochent des gaullistes. Antoine et Barthélemy apprécient les protections offertes par les services secrets sous le contrôle de Jacques Foccart. Les distances prises par De Gaulle avec les États-Unis et l'OTAN élargissent leur horizon. Paris collabore à minima avec Washington dans la lutte contre la mafia corse. Depuis une décennie, les narcos américains accumulent une masse considérable de renseignements sur les réseaux de la French Connection. Ils savent le rôle que jouent Antoine et Barthélemy Guérini dans l'organisation. Ils pistent Étienne Léandri dans ses voyages au Moyen-Orient, comme en Afrique. Ils soulignent le retour en France de François Spirito, l'ancien parrain de Marseille avec Carbone, dorénavant reconverti dans la dope. Ils remontent les réseaux de la French, de Beyrouth à San Francisco, d'Istanbul à Montréal, de Téhéran à Buenos Aires, des routes qui passent toutes par Marseille. Les États-Unis se sont rendus compte que le premier obstacle dans leur guerre contre la drogue résidait dans tous ces liens qui s'étaient développés. Des mafieux corses, comme Marcel Francisi, étaient en relation avec le gouvernement gaulliste. D'autres, comme les frères Guérini, étaient connectés au Parti socialiste. Et tous étaient liés à des forces de police parallèles, notamment le SAC, le service d'action civique. Beaucoup de Corses appartenant à ces groupes mafieux étaient liés à cette organisation. Ils y avaient leurs entrées, et ils avaient aussi des protections politiques. Les stupes américains sont impuissants. Chaque demande d'enquête, chaque commission rogatoire internationale est négligée par la France et le dossier s'épaissit entre Paris et Washington. À cette époque, selon certains repentis, la mafia corso-marseillaise promet à Cosa Nostra d'introduire aux États-Unis 20 tonnes d'héroïne par an. Revendue à $8 000 le kilo, l'héroïne générerait un chiffre d'affaires annuel d'environ 160 millions de dollars de l'époque, soit près de 1,5 milliard d'euros. De quoi entretenir de nombreux villages en Corse, d'investir massivement dans l'immobilier parisien, le tourisme, les grandes affaires, et d'aider le SDEC à financer ses opérations secrètes, en Afrique comme au Moyen-Orient. C'est l'âge d'or de la French Connection. Les mafieux ont des montagnes d'argent à blanchir, et pour ça, rien de mieux que les cercles de jeu. À la différence d'un casino où il y a une banque, un cercle de jeu n'a pas de banque. Donc ce sont les joueurs eux-mêmes qui assurent la contrepartie. Ces cercles de jeu sont de véritables lessiveuses habillées. Il suffit de voir avec quelle pugnacité les différentes bandes rivales essayent de s'en assurer le contrôle pour savoir d'abord que c'est très juteux et que c'est un bon moyen de blanchir de l'argent. Le cercle de jeu, c'est le rêve de tout mafieux, oui. C'est une belle affaire, en plus, c'est une affaire licite. Dans ces cercles de jeu, il y a aussi les services secrets qui regardent un petit peu ce qui se passe, parce que ce sont des endroits où passent beaucoup de gens, des voyageurs, des hommes d'affaires,
des espions, etc. Donc voilà, on tolère ces lieux où se brasse beaucoup d'argent, et pour ça, il faut des amis du pouvoir qui les tiennent. Et les amis du pouvoir, ce sont les parrains corses. Au ministère de l'Intérieur, il y a des Corses, il y a Sanguinetti, il y a Bozzi, il y a des gens très proches des figures de la pègre corse. Et Marcel Francisi est plutôt bien placé pour obtenir les autorisations qu'il souhaite, pour notamment tenir le cercle Haussmann, dont il sera propriétaire. Les Guérini ne pouvaient pas, eux non plus, passer à côté des cercles parisiens. Ils disposent de 2 alliés dans la place. Jean-Baptiste Andréani, vieille connaissance du temps des trafics en Indochine, et Robert Blément, l'ancien commissaire de la DST, passé de l'autre côté de la légalité, mais toujours trait d'union entre police et milieu. Ces 3 associés, Blément, Guérini, Andréani, vont vite se disputer parce que le Grand Cercle, qui est le nom du cercle de jeu qu'ils auront à Paris, devient une affaire exceptionnellement rentable. Évidemment, dès qu'il y a beaucoup d'argent en jeu, les appétits s'aiguisent. Vous savez, le nombre de cercles parisiens est extrêmement réduit. Hein. Donc, il n'y a pas de place pour tout le monde sur ce marché-là. La guerre des jeux fait rage en plein Paris. Andréani est gravement blessé par des tirs de chevrotine. La façade du Grand Cercle est mitraillée, la caisse braquée et les tables incendiées. Les Guérini vont considérer que Blément, qui était leur associé, probablement extrêmement ambitieux, est trop gourmand. Blément, en voulant prendre le contrôle total pratiquement de tous les cercles de jeu de Paris, dérangeait des Andréani, des Francisi, et puis il avait un défaut, il n'était pas corse. Au sein même du clan Guérini, c'est la rupture. Pour Barthélemy, la crise est trop grave, elle menace tout l'édifice. Il faut impérativement calmer le jeu. Son frère Antoine pense au contraire qu'il faut liquider Blément, avant que l'autorité du clan ne s'effondre. Alors ça fait qu'il y a une espèce de consulte. Une consulte en Corse, c'est quand tous les membres d'une famille se réunissent pour décider d'une chose importante. Ça, c'était carrément pour décider de l'élimination de ce ex-commissaire. Et mon père m'a emmené et dit à Antoine, est-ce que tu veux vraiment que nos enfants héritent de cette catastrophe que tu es en train de comploter, de tout ce qui va en découler? Barthélemy Guérini ne voulait pas que Blément soit tué. Parce qu'il connaissait la puissance de Blément, les relations de Blément. Et il dit, ça va jeter le malheur sur la famille. Ils avaient une espèce de coupe avec des boules, exactement comme on voit dans le parrain, des boules blanches et des boules noires. Voilà. Blanc, c'est non, et noir, c'est oui. C'est la décision de la mort. Robert Blément est abattu en mai 1965, et tout ce que redoutait Barthélemy se réalise. Les alliés de Blément se vengent. Enlèvement de lieutenant, torture pour briser l'omerta, trahison et vendetta. Les cadavres s'entassent, jusqu'à ce que les amis de Blément remontent au plus haut. Le vendredi 23 juin 1967, à 16h10, Antoine Guérini est abattu à bout portant de 11 balles de 11,43. C'est la mort d'un monstre sacré du milieu. Pendant son enterrement, 2 jeunes voyous cambriolent la villa du parrain disparu. Quelques jours plus tard, un des 2 jeunes voleurs, Claude Mondroyant, est retrouvé mort au pied de Cap Canaille. Barthélemy est accusé du meurtre. Jugé, il est condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Il sortira 11 ans plus tard pour mourir d'un triple cancer. La fin du clan Guérini signe la fin d'une époque, celle d'une mafia corso-marseillaise traditionnelle, celle d'avant la modernité, du libéralisme débridé et de la dérégulation des flux financiers, celle dans laquelle Étienne Léandri et Marcel Francisi entrent de plein pied. Francisi et Léandri étendent leur emprise au cœur du pouvoir, accèdent au Gotha des affaires et installent ce qui pourrait être appelé la Corse-Afrique. Le rêve cubain passe maintenant par le Gabon,
le Cameroun et le Congo. Ce qui va se passer avec les grandes entreprises, et notamment les grandes entreprises d'État, c'est qu'elles vont devoir aller travailler, par exemple chercher du pétrole, dans des pays où le système est totalement corrompu. Comment voulez-vous qu'un ingénieur en col blanc parisien sache comment s'y prendre pour mettre de l'huile dans les rouages d'affaires qui sont vérolées? Étienne Léandri est une solution à ce genre de problème. Et il va prendre des sous au milieu, c'est tout. Au croisement des grands contrats et des basses œuvres du pouvoir, Étienne Léandri déploie également ses talents dans la spéculation immobilière en banlieue parisienne. Il s'impose progressivement comme un intermédiaire obligé. Ne lui manque plus qu'un alter ego en politique. Mai 1968. La crise se radicalise et menace la République. Le SAC et ses gros bras se retrouvent en première ligne aux côtés des forces de l'ordre face aux manifestants. Et dans ses rangs, Charles Pasqua s'impose. En mai 68, Pasqua est partisan d'une ligne dure face à la chienlit. Il voudrait bien lancer ses militants sur les barricades en renfort des policiers. Et on le voit, le 30 mai 68, il va jouer un rôle très important en mobilisant 1700 gros bras. Et ils vont épauler cette contre-manifestation géante des Champs-Élysées. On a Pasqua qui d'ailleurs donne des ordres par talkie-walkie d'une petite estafette qui se trouve place de la Concorde. Voilà, c'est le quart d'heure de gloire de Charles Pasqua au SAC. Comme il a rendu beaucoup de services, on lui offre une investiture au moment des législatives en juin 68. Pendant la campagne, des militants du SAC marseillais débarquent. Ce sont des gens du milieu marseillais qui arrivent enfouraillés avec des revolvers et ils vont tirer sur des militants communistes. Il y aura 2 blessés graves. Pour nous, le gaullisme, c'est non seulement l'indépendance de la France, les institutions, mais c'est aussi la rigueur, la morale, l'honnêteté et en un mot, le service public. Charles Pasqua est élu en juillet 1968 député des Hauts-de-Seine. Et dans son sillage, on retrouve évidemment Étienne Léandri, qui va s'installer complètement donc, au cœur du pouvoir, puisqu'il va devenir son principal financier, son conseiller, son homme, son émissaire dans de nombreuses affaires. On va voir aussi Jean-Charles Marchiani et on va voir plein d'autres personnes qui vont constituer au fil des années une nébuleuse de plus en plus puissante, la nébuleuse Pasqua. Depuis la Seconde Guerre mondiale, la mafia corse a bénéficié, en échange de ses services, de l'extrême bienveillance d'une partie du pouvoir politique. C'était au début de la guerre froide, durant les affres de la décolonisation, à l'ère du gaullisme triomphant et d'une certaine vision des intérêts supérieurs de la nation. En juin 1969, Georges Pompidou est élu président de la République. Certaines officines gaullistes ont pourtant tout fait pour empêcher que cela n'arrive. Estimant qu'il leur revenait de choisir le successeur du général, une partie de la droite dure avait tenté de tuer politiquement Pompidou, jugé trop centriste. Et pour le mettre hors jeu, certains élaborèrent une impensable machination, un fait divers maquillé en scandale politique, l'affaire Markovitch. Le 1er octobre 1968, un chiffonnier découvre le cadavre d'un inconnu enveloppé dans une housse de nylon et un sac de jute. Ce cadavre est celui de Stefan Markovitch, un jeune gigolo yougoslave, garde du corps d'Alain Delon. L'homme aurait été abattu parce qu'il détiendrait des clichés pornographiques de haute personnalité, et notamment de la femme de Georges Pompidou. La vraie affaire pour Pompidou, c'est les photos de sa femme, les photos truquées, de porno. C'est ça la vraie histoire. Rapidement, la police découvre une lettre signée de la main de Stefan Markovitch. Quoi qu'il advienne, et pour expliquer les ennuis qui pourraient m'être causés, adressez-vous à Alain, Nathalie Delon et leur ami corse François Marc-Antony. Le nom de Marc-Antony va surgir, grand voyou, cousin de Jean-Charles Marchiani. Le nom de Jean-Charles Marchiani a été prononcé, or comme on le sait, Marchiani est un proche de Pasqua. Et donc, pour certains, à commencer par Pompidou, le SAC serait impliqué de près ou de loin dans cette affaire extrêmement sombre.
Une fois au pouvoir, Pompidou s'attaque à l'officine qu'il soupçonne d'être responsable de l'affaire. Pompidou réclame carrément la dissolution du SAC. Focard négocie et obtient son maintien en échange de purges sévères. Et Pasqua va faire partie de ceux qui sont écartés. Focard menace Pasqua, s'il refuse de partir, de faire émerger des affaires dans le SAC marseillais. Pasqua comprend que la partie est perdue et il part. Et moi, j'ai le souvenir, dans un des entretiens que j'ai eu avec Jacques Focard, qu'il m'ait dit que la seule personne dont il avait une peur physique était Charles Pasqua. Pompidou poursuit sa lutte contre les tout-puissants réseaux gaullistes. Pour les affaiblir, il nomme ses hommes à la tête du SDEC et du ministère de l'Intérieur. Cette reprise en main rompt certaines des passerelles entre monde politique, services secrets et mafia corse, en France, mais aussi à l'étranger. Paris se rapproche de Washington, et Pompidou travaille main dans la main avec le nouveau président américain, Richard Nixon. America's public enemy number one in the United States is drug abuse. L'administration Nixon a fait pression sur le gouvernement français. Ils ont rompu les liens entre le SDEC et les trafiquants, puis entre les trafiquants et le parti gaulliste, pour couper ces réseaux de tous ces liens politiques. Et dans ce contexte-là, il y a une affaire terrible qui fait les unes de journaux, qui est ce qu'on appelle l'affaire Delouette. En avril 1971, le Français Roger Delouette est arrêté aux États-Unis alors qu'il livre 44 kilos d'héroïne. Inculpé, Delouette affirme qu'il travaille pour le SDEC. Et la première chose qu'il va faire pour chercher de l'aide, il va écrire à son ami Jean-Charles Marchiani. Marchiani, un proche de Pasqua, s'est fait vider du SDEC lors du grand nettoyage ordonné par Pompidou. Va surgir aussi le cousin de Jean-Charles Marchiani, qui est Dominique Mariani. Mariani est le lieutenant d'une des filières de la French Connection en Amérique latine. Il s'avère que le SDEC n'est pas impliqué. Seule certitude, une fois encore, les barons de la French Connection sont à une poignée de main des hommes des services français, et cette fois, à 2 poignées de main de Charles Pasqua. La lutte franco-américaine s'intensifie. C'est la fin de la French Connection. Ses filières et ses labos sont démantelés, les trafiquants incarcérés. Arrêté, le grand Joe Cesari se pend dans sa cellule. Navigateur puis barman sur les lignes maritimes du Proche-Orient durant des années, avant de devenir le meilleur chimiste en héroïne que devait connaître l'histoire de la drogue. La toute-puissante mafia corse, qui fournissait la majeure partie de la consommation d'héroïne aux États-Unis, s'effondre. Mais le trafic se poursuivra, récupéré par la mafia sicilo-américaine. Les parrains proches du pouvoir sont pris dans la tourmente. Élu de la région de Zicavo, Marcel Franchisi se retrouve en première page d'un journal américain, affublé d'un nouveau titre, Mister Héroïne, une embarrassante publicité pour un élu de la République. Dans M comme milieu, son livre paru en 1977, le journaliste James Sarrazin nomme les acteurs de la nébuleuse politico-mafieuse. Marcel Franchisi n'avait pas pour habitude de faire de procès. Parce que je pense que peut-être son côté joueur, je suppose, il n'aimait pas perdre. Donc, il n'avait pas l'habitude de faire de procès. Il avait d'autres méthodes pour faire savoir qu'il n'était pas content de ce qui était écrit sur son compte. C'était des méthodes plus directes. Mais je ne suis pas le seul. Je veux dire, il a fait avec d'autres journalistes qu'il a convoqués pour des écrits qui lui déplaisaient. Mais il était très peu porté sur le recours judiciaire. Il réglait les choses d'homme à homme, comme un grand seigneur. La conscience du risque qui existait, on l'avait tous dans la maison d'édition, on le savait, mais tout le monde l'assumait. Alors c'est vrai qu'on reçoit des menaces par téléphone,
rarement, mais j'en ai reçu, des lettres aussi de menaces, des sous-entendus parfois, dans des conversations comme ça, on se retrouve par hasard avec des gens qu'on ne connaît pas. Et des menaces téléphoniques, des annonces qu'on allait me régler mon compte, on vous appelle à 3h du matin pour vous dire que voilà, votre fils aîné est au lycée de Château-Thierry. Il a une bicyclette bleue. Il commence le lundi à 9h30. Il en sort à 16h30. Le mardi, machin, etc. Là, vous commencez à vieillir beaucoup quand même dans ces moments-là. Je me gardais bien d'en parler aux politiques et je me gardais bien d'en parler à la police. Parce que je n'étais pas sûr qu'ils n'étaient même pas eux derrière tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, vous n'avez personne sur qui vous ne pouvez pas faire confiance à l'État qui est censé vous protéger quand même un minimum, quoi, quand vous n'êtes pas trop malhonnête. Et là, pas du tout. Honnêtement, je me demande si je le referais aujourd'hui, oui, clairement. Je me demande. Je crois même avoir la réponse, d'ailleurs. Non. L'une des forces de la mafia réside dans son aspect insaisissable. Ne pas identifier permet d'occulter. Ironie de l'histoire, l'État qui devrait la combattre contribue à en minimiser l'existence et donc la menace. Ce qui caractérise les systèmes mafieux avec ou sans mafia, c'est justement que ces systèmes criminels ne veulent jamais apparaître. C'est l'antithèse du terrorisme. Le terrorisme cherche à être visible, les logiques mafieuses cherchent à toujours paraître invisibles. Dans l'entrelac de ces relations troubles, Étienne Léandri s'est maintenu dans l'obscurité la plus totale. Son rôle n'a été révélé qu'après sa mort. Quand moi je porte des petites assiettes de saucisson, du café et des apéros aux gens qui sont autour de la table parce que j'ai 19 piges et qui me demandent de rester là parce qu'il n'a plus son secrétaire, on a autour de la table des patrons d'industrie, on a autour de la table des patrons de la police, des bandits, des conseillers politiques de haut niveau, de l'Élysée. Tout le monde est là et prend l'apéro, et puis c'est comme ça tous les jours. Donc c'est un personnage qui a une ampleur extraordinaire et en même temps qui réussit cette performance en faisant tout ça, de ne pas apparaître au public. Et une chose qui me fascinait chez Étienne, c'est la douceur de son regard et la transformation, ça me donne des frissons encore, immédiate et terrorisante. Je pense qu'il faisait très très peur. Ce type d'homme n'a pas besoin de montrer aux autres qu'il est puissant, puisqu'il l'est. Les gens étaient coincés. Il fallait pas mettre le doigt dans l'engrenage Étienne Léandri, quoi. Il voit les hommes politiques lui manger dans la main. J'ai vu des gens s'allonger par terre. Patron d'une des plus grandes banques françaises. Suppliant. Aujourd'hui, on ne peut pas concevoir un homme aussi important alors qu'il n'est pas sous les spots. Et les logiques de corruption, les logiques qui, au fur et à mesure, détruisent, mais au quotidien et de manière très fragmentaire, le système démocratique, eh bien, ce sont des logiques qui ne se voient pas. Et donc un jour, on se réveille, on n'est plus dans un système véritablement démocratique, mais on ne s'en est pas rendu compte. Et c'est comme ça que prennent racine sur un territoire ces logiques mafieuses. Si on ne réagit pas plus rapidement aux dangers que font courir à la République et d'une manière générale aux États cette activité mafieuse compte tenu de sa puissance de feu, je pense que ça pourrait aller très mal pour nos démocraties dans finalement assez peu de temps. La compromission de certains pans de la République, avec certaines franges de la mafia corse, est désormais solidement ancrée au cœur du pouvoir, au sacrifice de l'intérêt général et du bien commun. Avec l'avènement du néolibéralisme induit par la dérégulation des marchés financiers,
la multiplication des paradis fiscaux et l'essor des boîtes noires de la finance internationale, la dangereuse alliance entre certains éléments du pouvoir et de la mafia corse va changer de dimension. La suite de cette histoire s'écrira à Paris, en Afrique, et ce qui est nouveau, en Corse. Jusque-là, la Corse était protégée des actions du crime organisé de ses ressortissants. La mafia corse va profiter des réactions violentes contre le pouvoir central et la création du FLNC pour s'implanter dans l'île, nouer des relations ambiguës avec les indépendantistes et constituer un important pouvoir parallèle, tout en développant ses activités africaines. Le rêve cubain n'est pas mort. Mort des grands parrains, démantèlement de la French Connection, rupture avec Cosa Nostra. Dans les années 1970, la mafia corse a un genou à terre. Une fois encore, l'État français va lui permettre de se relever en lui offrant une place de choix, en marge des grands contrats d'État, des grandes entreprises et du monde des affaires. Une troisième génération prend le pouvoir. Le rêve cubain est à portée de main. La contamination par la mafia de pans entiers de la République française s'accélère. Après la perte des colonies, le général de Gaulle s'impose comme le garant de l'indépendance nationale. Il dote la Ve République de tous les instruments nécessaires. Armes nucléaires, diplomatie mondiale, monnaie forte. L'une de ses priorités, assurer l'indépendance énergétique de la France. Rien ne doit empêcher l'approvisionnement en pétrole et en uranium. De Gaulle confie cette mission à une société créée pour l'occasion, ELF. Pensé comme un pur outil de domination post-coloniale implanté en Afrique, ELF est supervisé par l'homme de la France-Afrique à l'Élysée, Jacques Foccart. Jacques Foccart, c'était vraiment toute une région du Pré-Carré français, des 14 anciennes colonies françaises, et vraiment c'était une région totalement sous contrôle, avec un système intégré politique, militaire, financier, et on l'appelait le réseau des réseaux. Il avait les réseaux d'État et les réseaux privés, et c'est vrai que tout remontait à Jacques Foccart. Jacques Foccart place ses agents dans le système ELF, au moment où un homme intègre l'entreprise, André Tarallo. Né en Haute-Corse à la fin des années 1920, André Tarallo vient d'une famille modeste. Élève brillant, il fait ses études à Paris, entre à Sciences Po, puis à l'ENA, la même année que Jacques Chirac, dont il devient l'ami. Comme d'autres jeunes loups du système gaulliste, André Tarallo commence sa carrière dans un cabinet ministériel, puis entre chez ELF, où il devient Monsieur Afrique. André Tarallo a une patte particulière, c'est-à-dire que c'est lui qui a mis au point le système relationnel et c'est l'homme de confiance de ELF, certes, mais c'est aussi l'homme de confiance des chefs d'État. En 1969, ELF découvre un gisement offshore au Congo-Brazzaville, le gisement Émeraude, du côté de Pointe-Noire. Pointe-Noire est la deuxième ville du pays. Ici, tout le monde se connaît. La diaspora corse y est confortablement installée. Un soir, au bar d'un des petits hôtels du port, André Tarallo repère deux jeunes Corses ambitieux, les frères Feliceggi. Après la découverte du pétrole au Congo, Pointe-Noire est devenue au fond un des centres pétroliers d'ELF. Et là, il a fallu tout simplement faire des constructions, faire des infrastructures, faire des aménagements, faire manger les gens, etc. Et donc, Tarallo s'est servi tout simplement de Corses qui étaient installés
les frères Feliciaggi. Charles et Robert Feliciaggi, c'est vrai qu'ils étaient quasiment des enfants congolais, entre guillemets, dans le sens qu'ils étaient là de très longue date. Le papa travaillait à la poste, la maman était directrice, était institutrice, et c'est vrai qu'eux, ils étaient à l'école avec des Congolais. Parmi les écoliers se trouve Denis Sassou Nguesso, qui tisse dans son adolescence des liens quasi familiaux avec les Feliciaggi. Devenu jeune officier, Sassou Nguesso est un élément clé du parti marxiste, alors au pouvoir au Congo-Brazzaville. Elf multiplie les découvertes de pétrole, particulièrement au Gabon, où Omar Bongo est un grand ami de la France. Bonjour. André Tarallo introduit les frères Feliciaggi dans le système Elf. Les deux frères deviennent des habitués de la présidence gabonaise. Des gens comme Feliciaggi Tarallo, ils savaient bien aussi gérer les familles présidentielles africaines. Et c'était ça leur force, ça veut dire ils géraient en même temps vis-à-vis de Paris, ils avaient un poids politique d'influence en Afrique extrêmement important, et ils savaient gérer aussi au niveau des Africains toutes les affaires domestiques de ces chefs d'État avec des sommes d'argent absolument exceptionnelles et absolument incroyables. À Paris, Jacques Foccart permet à ces relations de perdurer sous les deux présidents de la République française, Georges Pompidou, puis Valéry Giscard d'Estaing. Pour sécuriser ses intérêts, la France fait tout pour avoir des hommes de confiance à la tête de ses anciennes colonies. En 1979, Sassou Nguesso réussit un coup d'État qui va le maintenir plus de 20 ans à la tête du Congo. Par l'entremise des frères Feliciaggi, André Tarallo noue des liens étroits avec le nouveau dictateur. Elf est désormais en terrain conquis, comme prévu. Grâce aux moyens du groupe Elf, André Tarallo dispose des fonds nécessaires pour arrimer davantage Omar Bongo et Denis Sassou Nguesso au destin de la France. André Tarallo fonde une banque d'affaires, la FIBA, dont les deux chefs d'État africains sont les principaux actionnaires, avec Elf. Les avoirs des uns et des autres, les commissions et les rétrocommissions entre la France et l'Afrique, tout passe désormais par la FIBA. Il y avait très peu de personnel. C'était le directeur de la banque qui gérait lui-même tout le système des clients d'une façon informatique, totalement verrouillé, et avec un contrôle total d'un tout petit groupe de gens, un certain nombre de réseaux. C'est vrai que dans ces réseaux, c'est vrai que les Corses étaient extrêmement présents. Et ils continuaient grosso modo ce qu'on appelle la France-Afrique. C'était des gens clés de la France-Afrique, et donc de l'économie, et donc de l'argent qui produit par des Français qui revenaient en France. Dans ces réseaux, autour de Jacques Foccart et André Tarallo, on retrouve Jacques Chirac, Charles Pasqua, son homme fort dans le parti gaulliste, et plus discrètement Étienne Léandri, qui, sans faire partie de la hiérarchie officielle de Elf, est un homme important. Étienne Léandri, c'est le prototype de l'intermédiaire doué. Il est proche de tout le monde, de Charles Pasqua, mais de tout le monde, parce que sa caractéristique, c'est d'être proche. Il est un peu dans la French Connection, et après, il n'a plus besoin de personne. Il a noué des relations avec le monde affairiste du Vatican, dans des grandes sociétés italiennes, et c'est un homme qui a changé complètement de stature. Il est complètement discret, c'est-à-dire que rien ne transparaît de ce qu'on peut lui dire, et il saura conserver les secrets qui permettent de justifier ses émoluments. Il est arrivé à une époque qu'il a compris tout de suite, où ce qu'on appelle les compensations dans les affaires est devenu l'élément clé de la mafia. Comme Étienne Léandri, Robert Feliciaggi est à la croisée de plusieurs mondes. Élément essentiel du dispositif d'Elf en Afrique, Robert Feliciaggi s'impose comme intermédiaire dans les grands travaux publics et participe au montage financier d'une autoroute au Congo. En parallèle, il obtient de Denis Sassou Nguesso, puis d'Omar Bongo, l'autorisation d'ouvrir les premières salles de jeu en Afrique sous l'enseigne du Fortunes Club. Seul, sans son frère, Robert le Corso-africain se lance sur l'un des terrains privilégiés de la mafia, le monde des jeux.
comme c'est un secteur qui est très lucratif, parce qu'avec les jeux, les cercles de jeux, les paris, le poker, etc., on gagne énormément d'argent. Et comme ça manie beaucoup d'argent en liquide, c'est un moyen de blanchiment, de blanchir l'argent éventuellement illégal, qui est colossal. Donc c'est un double avantage pour des gens qui s'intéressent à des activités criminelles comme des figures des parrains corses. Robert Felicetti prend alors une décision qui va changer l'histoire de la mafia corse. Il veut placer ses profits en France et investir dans le secteur qui désormais le fascine, les casinos. Il approche le parrain corse et empereur des jeux en France, Marcel Franchisi. Mais à Paris, tout a changé. En mai 1981, le socialiste François Mitterrand a été élu président de la République. Il a nommé au ministère de l'Intérieur le maire de Marseille, Gaston Defferre, l'homme qui sait tout de la mafia corse avec laquelle il a si longtemps pactisé. Les socialistes veulent rompre les relations entre la mafia et la République. Ils connaissent les liens entre la criminalité corse et les réseaux occultes du gaullisme. Ils placent leurs hommes, suppriment le service d'action civique, le SAC. Et pour affaiblir la mafia corse, Gaston Defferre s'attaque au poumon du système, la blanchisseuse que constituent les cercles de jeu. Marcel Franchisi, l'ami de Charles Pasqua, est la cible. À partir de 1981, Gaston Defferre va décider, de manière administrative, de fermer ces cercles de jeu qui sont à la fois, pour lui, des lieux de perdition et qui financeraient notamment le parti gaulliste via ses amis. Un certain nombre de ces gens, dans les cercles de jeu, vont s'opposer à ces mesures, dont Marcel Franchisi. Mais finalement, il essaye par tous les moyens d'obtenir la réouverture et il ne l'obtient pas. Cerné par la justice, Marcel Franchisi est seul. Il n'a plus d'appui dans les hautes sphères. Dans la mafia, un parrain seul est un parrain mort. La tête était là, les épaules là, et le reste ici. Et la porte de la Jaguar était ouverte. En janvier 1982, à Tiamanacce, en Corse, dans un décor digne du parrain, avait lieu l'enterrement de Marcel Franchisi, propriétaire du club Haussmann, le plus ancien et le plus prestigieux cercle de la capitale. Marcel Franchisi, abattu quelques jours auparavant de 3 balles de revolver dans un parking du 16e arrondissement, avait depuis le mois de juin 1981 des ennuis avec le ministère de l'Intérieur, l'autorité de tutelle des cercles. Cet homme d'affaires richissime, bienfaiteur de son village natal, chaque jeune était sûr de trouver un emploi de croupier sur le continent, ce conseiller général RPR de Corse avait été accusé quelques années plus tôt par les Américains d'être l'un des gros bonnets de la French Connection. Marcel Franchisi disparu, Paul Mondoloni, considéré comme le représentant de Cosa Nostra en France, lui succède. Mondoloni, après avoir été une grande figure de la French Connection, est devenu un arbitre, un sage, un parrain qui peut donner des avis et partager, jouer des garants et partager des parts entre différentes figures du milieu. Donc il réussit à réunir dans une affaire de gros trafic de stupéfiants toutes les figures de la pègre marseillaise qui sont tous là pour mettre des parts, mettre en gros chacun 10%. Dans cet investissement, et c'est lui qui répartira les bénéfices de ce juteux trafic. Robert Felicetti, le corso africain, a de l'argent à investir. Il contacte Paul Mondoloni, qui est intéressé dans le casino de Bandol, tenu par un jeune loup, Michel Thomy. C'est alors que Robert Felicetti rencontre Michel Thomy, que les services français considèrent aujourd'hui comme étant le dernier des parrains. Âgé d'une trentaine d'années, Michel Thomy a commencé comme croupier à Monaco, a rejoint le cercle de l'Opéra à Paris, puis est entré au casino du Roule à Nice. Il a pris du galon, est parti dans un casino espagnol, mais, accusé de truquer des parties, il a précipitamment fui l'Espagne. Depuis, Michel Thomy gère en famille le casino de Bandol. Malgré un mort et quelques explosions, Thomy fait du casino une affaire extrêmement juteuse. Dans cette nébuleuse,
Robert Felicetti retrouve une légende vivante de la mafia corse. Un homme dont Paul Mondoloni prépare le retour en France, Jean G. Colonna. Inculpé pour trafic de drogue lors du démantèlement de la French Connection, Jean G. Colonna s'est évadé de prison. En fuite, il a rejoint les réseaux corses d'Amérique et organisé l'exécution de tous les assassins de son père, tués dans le règlement de compte du Combinati. Débutée 30 ans plus tôt, cette vendetta l'auréole du statut de bandit d'honneur dans l'île de Beauté. Les 10 années de cavale de Jean G. Colonna s'achèvent en 1985, lorsque l'action publique pour trafic de drogue est officiellement éteinte. Mais quelques jours avant son retour, Paul Mondoloni, son protecteur, est assassiné à la terrasse d'une brasserie en haut de la Canebière à Marseille. Michel Debac était juge d'instruction. Il a enquêté sur la mort du parrain. Paul Mondoloni, dans son entourage, a deux personnages importants. Il y a plusieurs, mais il y a Jean G. Colonna, il y a Michel Thomy, il y a Felicetti, toutes ces personnes. Je pense, quand on regarde bien, toutes ces personnes que je viens de citer sont une autre génération. Et ce repenti, dont je suis certain par le nom, me dit, Mondoloni, c'est Monsieur Personne. Là, au moment de sa mort. Tout le monde a envie de l'écarter, et notamment, j'ai compris que les Corses, que vous venez de citer, Colonna, etc., tous ces gens-là, avaient envie d'asseoir leur pouvoir sur, je dirais, les capacités d'organisation et de négociation avec les autres groupes criminels, notamment américains, notamment sur le trafic international de drogue. Et aussi sur les jeux. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient énormément d'implantations, et notamment en Afrique, et notamment en Amérique latine. Et donc cette figure de la PEG a été une des principales figures de la French Connection, disparaît en 85, en 85 à Marseille, et ça signe un petit peu la fin d'une époque pour le milieu marseillais. Ça signe la fin de la dominante marseillaise de la pègre corse, car après ils vont plutôt basculer sur la Corse elle-même, où d'anciennes figures de la French Connection et des nouvelles figures de la voyoucratie vont s'installer tranquillement. Été 1985. Jean G. Colonna rentre officiellement dans son village de Pilacanal, fief des Colonna. Âgé de 46 ans, il a un casier judiciaire vierge et hérite du clan familial, clan qui domine en Corse du Sud. Parmi ceux qui l'accueillent figure Robert Felicetti, dont la famille est originaire du même village. Une alliance indéfectible se noue entre le corso-africain et le nouveau parrain de Corse du Sud. La Corse du Sud, on a la volonté de prendre en charge des territoires, de contrôler des territoires. Il y a dans toutes les villes et même les zones importantes de la Corse du Sud des clans. Et ces clans-là font allégeance à Jean G. Colonna et à ses amis. Et dans ses amis, il y a Robert Felicetti. Ils font allégeance, et donc on a une espèce on peut le dire, une espèce de petite coupole Corse du Sud, qui est en relation avec les milieux politiques, les milieux, je dirais même, administratifs. C'est une mafia. C'est quoi une mafia ? C'est une organisation criminelle qui est hiérarchisée, qui est structurée. La mafia est une institution qui pénètre la société civile, qui crée des zones grises autour d'elle, qui prend le contrôle du tissu économique et peu ou prou du tissu social, et qui fait régner sa loi, à commencer par celle de l'omerta. Au nord de l'île, en Haute-Corse, Jean G. Colonna a face à lui une autre branche criminelle qui rayonne depuis Bastia, le gang de la Brise de Mer, du nom du bar où ses membres ont leurs habitudes. Les hommes de la Brise de Mer ont enfreint un tabou. Là où les anciens veillaient à préserver l'île de Beauté de toute violence, eux font de la Corse leur terrain de chasse. La Brise de Mer,
C'était des membres d'une criminalité organisée classique, c'est-à-dire repérer une banque, la faire et en vivre. La Brise de Mer, c'était une organisation, je dirais presque une mutuelle. Il y avait une mini-coupole au sens mafieux du terme qui décidait des objectifs et qui exigeait de la part de ses membres une loyauté, une discipline à toute épreuve. Le gang de la Brise de Mer noue des liens avec une nouvelle force politique en Corse, les nationalistes. Depuis quelques années, un mouvement armé clandestin, le FLNC, réclame l'indépendance de l'île à coups d'attentats. Et tous les gouvernements, de gauche comme de droite, sont dépassés par le problème. Cible, les casernes, les palais de justice, les banques, bref, tout ce qui symbolise aux yeux du front le joug colonialiste français. Pas tous revendiqués, mais qui atteignent près de 500 en 1980. Aujourd'hui, l'État français nous impose la colonisation de notre peuple. Notre peuple est en état de légitime défense et se battra pour sa survie. FLNC qui à l'époque est uni, qui a une seule direction avec un chef qui régente toute l'activité clandestine sur la Corse. Et cela a son importance. À l'époque, c'est une toute petite structure qui dirige la clandestinité et qui a la main sur les achats d'armes, c'est-à-dire sur le trafic d'armes, et également la main sur le trésor de guerre qui provient en grande partie de l'impôt révolutionnaire non pudique et fiscal donné aux raquettes. Il y a une exacerbation, et que l'État prend difficilement en compte, d'une aspiration séparatiste. Cette aspiration séparatiste, elle est bien entendu prise en compte également par d'autres forces, et notamment par les forces de la criminalité organisée. Pourquoi ? Parce que ils ont bien senti que là, dans le processus d'accaparement du pouvoir et de l'emprise sur le terrain, ils seront obligés à un moment donné de composer avec cela. Et ils composent déjà, et des liens se créent. Il faut éventuellement des faux papiers, il faut acheter un certain nombre de passe-droits, et puis il faut acheter des armes. Et ces contacts sont facilités par des personnes qui sont en l'intérieur de ces mouvements. Parmi ceux qui font le lien entre les nationalistes et la Brise de Mer, un homme s'impose, Richard Casanova. Issu d'une famille bourgeoise, Richard Casanova s'est engagé dans les rangs du tout jeune FLNC, où il s'est lié d'amitié avec l'un des leaders du mouvement, François Santoni. Mais Richard Casanova a vite basculé du côté des voyous et rejoint le noyau dur de la Brise de Mer. Richard Casanova est un exemple comme les autres, certaines connivences avec les milieux nationalistes, où, je le rappelle, il a débuté sa carrière, et je le répète une nouvelle fois, cette proximité insulaire qui fait que tout le monde connaît, sinon se connaît individuellement, du moins connaît le cousin ou l'ami avec qui on a été en classe dans tel village ou dans tel autre. C'est ainsi que dans un casino en Espagne, Richard Casanova fait la rencontre de Michel Thomy, le gérant du casino de Bandol, proche de Robert Feliceggi. Un homme fort au sein de la Brise de Mer au nord de la Corse, un gérant de casino sur la Côte d'Azur, un corso-africain dans la galaxie Elf et un parrain au sud de l'île. Voici les grandes figures de la troisième génération de la mafia corse. Toute proportion doit être gardée. On n'est pas dans les organisations criminelles aussi puissantes que les organisations italiennes, la 'Ndrangheta ou la Cosa Nostra. Mais il y a quand même cette matrice mafieuse. Rien ne va plus. Ces hommes qui se veulent avant tout hommes d'affaires vont nouer des liens complexes à travers une société ayant pignon sur rue. La Société d'études et de développement, la SED. Au départ, une vitrine honorable de l'empire fondé par Robert Feliceggi. Officiellement, la SED fournit des rapports et des devis pour des grands travaux en Afrique. Mais elle devient vite une formidable usine à fausses factures, études bidons et recyclage d'argent sale. Grâce au système Taralo au sein de Elf, la SED a des liens privilégiés avec la FIBA des présidents gabonais et congolais. Elle utilise le Crédit foncier de Monaco et une filiale du Crédit agricole. Étienne Léandri en est l'un des génies financiers,
et avise Charles Pasqua, qui désormais supplante Jacques Foccart dans le système chiracien. C'est ça le réseau aussi, ça vous crée des obligés, c'est-à-dire quand vous savez, imaginez business au Congo, vous avez vraiment intérêt très rapidement à prendre contact, à aller rue de la Trémoille, à la Cède, pour avoir des entrées dans les palais africains, vous avez vraiment intérêt à passer par les Corses directement. En 1986, le système s'étend au cœur de l'État français quand la gauche perd les élections. Premier ministre, Jacques Chirac nomme son ami Charles Pasqua au ministère de l'Intérieur. Depuis la place Beauvau, Pasqua met tous ses réseaux à la disposition du clan chiracien, en prévision de la présidentielle de 1988. Pasqua se rend en Afrique, étoffe ses relations au Gabon et au Congo. Il organise un véritable cabinet noir au sein du ministère de l'Intérieur et s'adonne à une diplomatie parallèle, actionnant ses multiples réseaux en Afrique, mais aussi au Moyen-Orient. Une consécration pour son vieil ami, Étienne Léandri, qui a désormais un accès direct au cœur du pouvoir. Pasqua ne passait pas au bureau. Enfin, c'est arrivé, mais c'était très peu. Par contre, l'ensemble des personnes constituant à la fois ses cabinets ou son réseau, les personnes qui pouvaient nommer dans les différents organismes, comme la direction de l'aménagement du territoire, des choses comme ça, étaient inféodés à Étienne, quotidiennement présents. Voici les résultats du scrutin pour l'élection du président de la République. En mai 1988, Charles Pasqua déchante. Son ami Jacques Chirac est battu à l'élection présidentielle face à François Mitterrand, qui est réélu. Pasqua perd son poste de ministre et sa confiance en Chirac. Il décide de servir sa propre cause. Sénateur, il utilise la présidence du Conseil général des Hauts-de-Seine pour asseoir ses ambitions. Ce département est le plus riche de France. On y trouve le siège de la plupart des grandes entreprises. Pasqua prend la présidence d'une société d'économie mixte, la SEM 92. Il étend ses réseaux et affirme son emprise au Gabon et au Congo. La France-Afrique se transforme peu à peu en Corse-Afrique. L'implication de la SEM 92 dans la coopération en Afrique, c'est pas des mots seulement. C'est, par exemple, sur le Gabon, entre 91 et 93, il y a eu un financement pour les écoles au Gabon de 40 millions de francs, ce qui n'est pas rien, c'est même beaucoup. En coulisses de la SEM 92, Étienne Léandri place ses hommes et intègre des actionnaires prestigieux, comme le groupe Bouygues, la Générale et la Lyonnaise des Eaux, et bien sûr, Elf, l'instrument clé du néocolonialisme de l'État français. Elf joue un rôle essentiel dans le financement de la droite française. François Mitterrand l'a bien compris. Il nomme à la tête du groupe un homme de toute confiance, Loïc Le Floch-Prigent. Et donc je suis arrivé en président en 1989, et à la demande de François Mitterrand, et je lui fais un état des lieux un mois après, en lui disant, bon, maintenant, voilà les rapports de force, et il s'agit maintenant pour vous de déterminer si on veut, comme un certain nombre de gens de votre entourage, faire un coup de balai, mais vraisemblablement on veut balayer la France, parce que la France est bien représentée par Charles Pasqua et son entourage, et André Tarallo et son entourage, ou si vous voulez effectivement que la France reste présente dans ces pays, auquel cas il faut travailler tous ensemble et on essaiera de trouver le meilleur moyen de le faire. Alors il me dit, bon, on garde le système comme il est, parce que bon, il a fait ses preuves, simplement essayer de veiller à un petit rééquilibrage. Mitterrand casse le monopole des partis de droite sur les rétrocommissions d'Elf. L'argent occulte du pétrolier français va aussi arroser le Parti socialiste. Et pour conserver sa place dans le système, Pasqua n'a d'autre choix que de rouler pour tout le monde. Il y avait de la considération réciproque entre Charles Pasqua et François Mitterrand. Ce m'était extrêmement facile de dire à l'un et à l'autre que bon, il fallait soutenir la position française et qu'ils convergent vers un certain nombre de sujets. Pour assurer le rééquilibrage, Loïc Le Floch-Prigent décide de doubler le réseau Tarallo. Il embauche son ancien collaborateur Alfred Sirvin, baroudeur et homme d'affaires, qui a fait son droit de la prison et qui excelle dans les relations extérieures avec les grands groupes industriels. Sirvin
crée son propre réseau au sein du groupe ELF, avec l'aide d'Étienne Léandri. C'est aussi ça qu'on venait chercher, en venant chercher Étienne Léandri. C'est pas donné à tout le monde de savoir détourner des centaines de millions d'euros d'une opération sans que personne vous prenne. Ce sont sur ces opérations surfacturées ou avec des rétrocommissions, ce sont sur ces opérations secondaires qu'Étienne intervient pour les plus grandes entreprises françaises. Étienne Léandri est l'un de ceux qui a transplanté les mécanismes de la grande criminalité dans l'économie moderne et perverti le système capitaliste français. On se retrouve avec quelqu'un de transversal. On a toujours l'impression que quand il y a eu une affaire et un scandale, voilà, il y a 3-4 noms, mais les gens qui sont là sont des gens qui en réalité n'ont pas été dans une seule affaire. Vous avez cette ingénierie et ce savoir-faire qui fait qu'il est présent sur des dizaines d'affaires. C'est assez effarant, quoi. Qu'on aille du nucléaire aux frégates de Taïwan, vous pouvez toujours retrouver la trace d'Étienne Léandri. Dans ce début des années 90, la plupart des grands contrats à l'export des grandes sociétés françaises passent par Étienne Léandri. Et puis là, on passe à quelque chose qui n'a plus rien à voir. On passe vraiment à du sérieux. On passe à blanchir des opérations gigantesques entre États, entre grandes entreprises, avec des milliards et des milliards, et on travaille un petit peu après la virgule. Les rétrocommissions inondent le système politique français et gangrènent la République. ELF est à son apogée. J'ai dit à André Tarallo, est-ce que vous pensez qu'il soit raisonnable qu'on retrouve Étienne Léandri partout, comme ça? Il m'a dit, oui, il n'est pas le seul. Puis il m'a montré qu'il y avait un certain nombre d'autres intermédiaires qui n'étaient pas seuls. Donc c'était bien. Le problème de l'intermédiaire, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de monopole, d'exclusivité, quoi. Donc, bon, et là, il y en avait d'autres. Je ne donnerai pas les noms, mais ils n'étaient pas corses, en l'occurrence. On est arrivé à un stade où l'intérêt de la nation, quand on arrive à la période d'Alfred Sirvin, devient à peu près secondaire, quoi. L'essentiel, c'est de sortir les sous. Alors, dans la répartition, vous avez toujours un peu l'intérêt de la nation, mais bon, il y a quand même beaucoup d'argent qui sert à autre chose, quoi. Et donc, dans le système ELF, il y avait des raisons d'État, et ces raisons d'État ont perduré, et donc je ne dirais rien de... rien. Comme Étienne Léandri, Robert Felice fait partie de ceux qui ont su tirer profit de ce silence et de cette part d'ombre de la République. Toujours installé en Afrique, Robert Felice passe maintenant à la vitesse supérieure avec Michel Thomy, qui cherche justement à se réinventer. Michel Thomy vient de passer plusieurs mois en prison pour la gestion frauduleuse du casino de Bandol. Thomy se replie sur l'Afrique et lance avec Felice une de leurs opérations les plus lucratives, la création du PMU au Cameroun, au Gabon et au Congo. Et c'était extrêmement intelligent. À l'époque, je me souviens, les gens du PMU français, ils étaient fous furieux, parce qu'ils disaient « Ouais, mais alors, nous, on paye les droits, on paye tout ici, etc. » Ils branchent leur télé, ils font jouer au Cameroun des Africains sur les courses en France. Et nous, on n'a rien comme droit et redevance. Seulement, les Felice comme Thomy disaient « Oui, mais nous, on a l'autorisation des présidents africains. » Michel Thomy et Robert Felice veulent maintenant dupliquer le Cuba de Lucky Luciano et Meyer Lansky et s'accaparer un territoire vulnérable, infiltrer banques, aéroports, police et services spéciaux. Au large du Gabon, dans le golfe de Guinée, un minuscule archipel, Sao Tomé et Principe, est criblé de dettes, un terrain de chasse idéal. Charles Pasqua prend l'affaire très au sérieux. Début 1992, il se rend dans l'archipel et convainc le président d'y créer une zone franche et d'en faire un paradis fiscal. Ils avaient réussi à persuader un certain nombre de responsables d'ELF. Vous, ça vous servira un peu comme quand vous avez des comptes au Luxembourg, à Jersey ou à Guernsey. C'est vrai que Pasqua, à un moment donné, a été visiter ça. Je crois qu'il y avait Balkany à l'époque qui était avec lui. Mais c'était un projet très sérieux et vraiment là, initié pour le coup par Charles Pasqua. Mais les Chiraciens ont la certitude que Pasqua joue désormais contre Chirac, et il tue le projet dans l'œuf.
Sao Tomé ne sera pas le paradis des mafieux. L'idée n'est pas abandonnée pour autant. Michel Thommy relancera le plan ailleurs, en Afrique. Robert Felice-Dji, lui, le rêve cubain en Afrique, il n'y croit plus. Son ami Sassou Nguesso a perdu le pouvoir à la suite du printemps démocratique africain. Du Zaïre à la Côte d'Ivoire, la plupart des acteurs de la France-Afrique tombent. Robert Felice-Dji mise alors sur une autre île, où il rêve de se lancer en politique. La Corse. Robert Felice-Dji parlait de ce qui a été fait à Tanger, à Monaco, à Cuba. C'était ça qu'il avait dans la tête. Et Robert Felice-Dji, à ses amis proches, en parlait régulièrement. Nous sommes corses, nous sommes africains, nous sommes un peu dans la politique, nous sommes un peu dans les jeux. Alors ça fait très sulfureux. Un homme a recueilli les confidences de Robert Felice-Dji. Il a accepté de nous parler, il préfère rester anonyme. L'idée, c'était de dire, bon, on interrompt cette activité d'intermédiaire pour pouvoir s'insérer dans le jeu politique, et alors est venu se greffer là-dessus les affaires corses. Et donc, voilà. L'idée, c'était de délaisser l'implantation africaine pour se réinstaller sur un pays qu'il connaissait, en fait, assez mal, qui était la Corse. La Corse est alors le théâtre d'une guerre sans merci. Le FLNC a explosé en factions rivales. D'un côté, le canal historique, incarné notamment par François Santoni. Il faut savoir que nous disposons de moyens très importants et appropriés pour faire échec à toute bande armée qui tenterait de s'opposer à notre action. De l'autre, le canal habituel, incarné par le MPA, d'Alain Orsoni. Il a apparu clairement à travers des communiqués qu'au sein du FLNC aussi, il pouvait y avoir des problèmes. Ce qui nous importe, c'est le politique. Alors Orsoni, qui est un homme qui est majeur dans cette mouvance du MPA, puisqu'il en sera un des leaders, mais qui, dans sa famille, baigne dans la criminalité organisée. Puisque ces gens étaient mêlés à la création et au fonctionnement de laboratoires clandestins de transformation de la morphine base en héroïne, y compris jusqu'aux États-Unis. La scission du FLNC est une aubaine pour la mafia. La seule autorité qui puisse arbitrer les conflits entre clandestins est un juge de paix, extérieur au mouvement, mais lié à lui. Voilà comment Jean-G. Colonna, l'ami de Robert Felice-Dji, va se retrouver sollicité d'un côté par François Santoni et de l'autre par Alain Orsoni. L'état du nationalisme, aujourd'hui, peut permettre n'importe quelle manipulation. Au lieu d'apaiser les tensions, certains mafieux approvisionnent toujours plus les nationalistes en armement lourd. Ce qui compte pour les mafieux, c'est d'accroître la tension pour favoriser l'émergence d'un nouveau statut plus adapté à leurs pulsions affairistes. Et pourquoi pas celui d'une zone franche. C'est dans cet objectif que Robert Felice-Dji entre en politique. Jean-G. Colonna lui donne les clés de la mairie de Pila-Canal, jusqu'alors dirigée par un membre de la famille Colonna. Felice-Dji sera réélu maire à chaque scrutin. Felice-Dji, Robert Felice-Dji, Robert Felice-Dji, Robert Felice-Dji, Robert Felice-Dji, Robert Felice-Dji. Et proclamé maire élu Robert Felice-Dji. Là, il prend vraiment position dans le sud, et dans le sud profond. Et puis, donc, il entre à l'Assemblée de Corse. Et puis, je pense que l'étape suivante qu'il avait programmée, c'était la députation. Il a pensé qu'il pouvait réussir là où d'autres jusqu'à présent avaient échoué. Alors, réussir, c'était quoi? C'était unifier en quelque sorte les différents mouvements en Corse pour pouvoir être l'interlocuteur exclusif du pouvoir politique à Paris. Robert Felice-Dji a toutes les raisons d'y croire, d'autant qu'il dispose d'un accès direct au gouvernement. En 1993, la droite a battu les socialistes aux élections. Édouard Balladur est désormais Premier ministre,
Charles Pasqua est de retour au ministère de l'Intérieur. Au fait de sa puissance, Pasqua accorde de nouvelles autorisations à Felice et à Tommy pour exploiter de nouveaux casinos. Charles Pasqua, il est devenu, on peut, je ne sais pas quel mot on peut utiliser pour dire, c'est-à-dire qu'au fond, il couvrait, super papa, super parrain, super protecteur. Mais lui-même, c'est ça qui est compliqué, c'est-à-dire que Pasqua ne faisait pas ça pour l'argent. Mais Pasqua commet une erreur. En vue de l'élection présidentielle de 1995, il prend fait et cause pour le Premier ministre Édouard Balladur, contre son vieil ami Jacques Chirac. Pour assurer les chances de son candidat, Pasqua doit calmer le jeu en Corse. Les campagnes présidentielles sont propices aux négociations. Les politiciens cèdent plus facilement du terrain. La mouvance nationaliste baisse alors les armes le temps de la campagne. M. Pasqua a négocié, comme bien d'autres ministres de l'Intérieur, il a négocié avec les nationalistes dans le cadre d'un rapport de force pour acheter la paix sociale. Et plus on se rapprochait des élections dans l'île, plus l'État devenait complaisant avec lui, quitte à essayer de reprendre la main. Mais chaque fois qu'on a reculé, moins on est crédible pour avancer après par la suite. Pièce maîtresse de toutes les batailles politiques, l'argent. Pasqua et Balladur doivent assécher les financements occultes de leurs rivaux. Et pour cela, prendre le contrôle de Elf. Édouard Balladur congédie Loïc Le Floch-Prigent et place un homme à lui à la tête du pétrolier français. Où est-ce qu'un homme politique français peut avoir du cash? Charles Pasqua, il met ses réseaux africains et les réseaux de la Corse-Afrique au service de Balladur pendant toute cette période, contre son vieil ami Jacques Chirac. Le nouveau patron d'Elf saisit la justice et présente le groupe comme victime du système Sirvin-Tarallo. Au fil de leurs enquêtes, les juges du pôle financier remontent au sommet de la pyramide. La FIBA est fermée. Un grand procès à spectacle est en préparation. L'affaire Elf éclabousse la République. Curieusement, les juges n'ouvrent pas le volet mafieux de l'affaire. Suspecté de blanchiment dans une autre enquête, la SED sera fermée quelques années plus tard. Il y a une sorte d'implosion des réseaux gaullistes en Afrique et on voit que ça a des incidences pour non seulement les Français de l'étranger qui sont en Afrique, mais les financements des partis politiques français. Les juges n'interrogeront jamais Étienne Léandri, et pour cause. À 80 ans, l'ancien gigolo gestapiste, l'ex-ambassadeur de Lucky Luciano auprès de la CIA, l'un des hommes qui a fondé le SAC et contribué à créer le système français des rétrocommissions, meurt de sa belle mort. C'était curieux, la mort d'Étienne, c'était au cimetière Montparnasse, il y avait très peu de monde, il y avait les intimes, on va dire, qui étaient là, très peu nombreux. Et puis après, il y a eu une bagarre autour du corps, et le corps est resté avec les SDF pendant 1 an. J'ai essayé de le retrouver pour retrouver sa tombe et j'ai fini par la trouver au village de la famille à Junquette en Corse, sans que aucune trace administrative du déplacement du corps n'ait été conservée. En mai 1995, déjouant tous les pronostics, Jacques Chirac est élu président de la République. Chirac ne pardonnera pas sa trahison à Pasqua. Pour la première fois de sa vie, Charles Pasqua est un homme isolé. Les Corso-Africains perdent leur protecteur politique. Est-ce que vous faites partie du réseau Pasqua? Les réseaux Pasqua, je vais vous dire, à mon avis, me concernant du moins, ça ne peut être qu'un réseau d'amitié et de relations amicales. Donc vous faites partie du réseau? Je n'ai jamais eu de lien, moi, et d'amitié professionnelle avec M. Pasqua. C'est simplement de l'affection en dehors des affaires. L'étau se resserre autour des Corso-Africains. Les juges s'intéressent à des flux financiers suspects et découvrent que l'argent de la revente d'un de leurs casinos a financé une des campagnes de Charles Pasqua. La corruption entre Pasqua, Tommy et Felice sera avérée lors du jugement prononcé quelques années plus tard. Je n'ai rien à me reprocher, c'est pour ça que je suis tranquille. Maintenant, je ne vais pas aller me faire incarcérer à Monaco pour le plaisir d'un juge. Ça, alors, c'est bien clair. Solidement implanté en Afrique, Michel Tommy offre refuge à son vieil ami Richard Casanova.
en fuite depuis le plus spectaculaire des braquages de la brise de mer, le casse du siècle. Près de 19 millions d'euros dérobés dans les coffres de la banque UBS de Genève. 220 kilos de billets. Michel Thomy se rapproche de Richard Casanova et s'émancipe de Robert Felicetti. Dans les années 90, c'est vrai que Thomy a paru supplanter petit à petit Robert Felicetti en Afrique à travers les PMU et à travers dans les relations Afrique-France, c'est lui qui organisait les histoires de Grand Prix d'amitié, etc. On ne voyait plus Felicetti, on voyait surtout Thomy. Discret en Afrique, Robert Felicetti est de plus en plus présent en Corse, où la succession d'événements tragiques va lui permettre de faire avancer son projet. Entre désaccords politiques et dérives mafieuses, arrive l'heure en mai 95 de la vendetta, après le meurtre de Stéphane Gallo du FLNC, canal historique. 95, une année avec près d'un attentat par jour, une quarantaine de meurtres, dont 12 assassinats de militants nationalistes, 6 dans chaque camp et une réconciliation qui paraît difficile. Une partie des clandestins, instrumentalisés par les mafieux et les affairistes, se lance dans un violent bras de fer avec l'État. Les attentats se succèdent. En octobre 1996, la mairie de Bordeaux, fief du Premier ministre Alain Juppé, est touchée par une bombe. Juppé rompt les discussions avec les nationalistes. Les ponts sont coupés. En Corse, les nuits bleues reprennent. C'est l'escalade, jusqu'au soir du 6 février 1998. Bonsoir, le préfet de Corse a été abattu il y a 2 heures à Ajaccio. Le préfet Claude Erignac est tué de 3 balles dans la tête. Recouverte d'un linceul, la République saigne. Le pouvoir est désarmé. Depuis Matignon, le Premier ministre Lionel Jospin, leader socialiste qu'une nouvelle alternance a porté au pouvoir, prend personnellement en main le dossier et lance le processus de Matignon. 15h50, les élus nationalistes se frayent un chemin rue de Varennes. Pour la première fois, ils viennent à Matignon, mais veulent se montrer prudents avant la réunion. Parmi les élus corses participant aux discussions se trouve Robert Felicetti, convaincu de toucher au but. Les Corsico-Africains ne racontent pas aux autres ce qu'ils veulent exactement. Et l'inverse est vrai. Mais chacun y trouve son intérêt parce que les nationalistes peuvent obtenir de l'argent. Ce sont des alliances où chacun espère avoir l'autre quand même. C'est pas, on ne marche pas la main dans la main, on estime qu'on peut faire un bout de chemin ensemble et que chacun peut faire avancer sa propre cause. Il a réussi donc en quelque sorte à fédérer et à rassembler tout ce qui comptait sur le plan politique en Corse. Et donc le pouvoir central à Paris a décidé de négocier avec eux. Puisque bon, les autonomistes en définitive, ils ont ouvert la voie sur cette histoire d'indépendance. Mais derrière, c'était repris par des groupes qui souhaitaient transformer la Corse en une zone libre, au niveau douanier, au niveau financier. Et puis voilà. J'ai souhaité que les élus de la Corse, dans leur diversité, confrontés parfois aux contradictions ou aux divergences, mais aussi avec un même vécu de l'île et un désir de dégager des options majoritaires, puissent accomplir ce travail. Je suis sûr que Jospin n'a rien vu, n'a rien vu de ce qu'avait dans les principaux acteurs en face de lui étaient en réalité des gens qui poursuivaient un objectif complètement différent, qui était tout simplement de faire une transformation de l'île pour des raisons mercantiles, pour développer les casinos, les machines à sous, etc. Je suis persuadé que, évidemment, Jospin n'a pas vu du tout ça. François Santoni, lui, condamne le processus de Matignon. Il a quitté le canal historique et ne participe pas aux négociations. François Santoni est isolé et logiquement, il tombe un soir d'été. Les assassins n'ont laissé aucune chance à François Santoni. François Santoni s'écroule, 13 balles dans le corps, 2 dans la tête. Dans l'île, les violences se poursuivent. Encore.
Au printemps 2002, Lionel Jospin se prépare à affronter Jacques Chirac au second tour de la présidentielle. Mais il est éliminé dès le premier tour. Le processus de Matignon est abandonné. Le processus de Matignon n'a pas été mis en place, surtout parce que Lionel Jospin n'a pas été élu, sinon à mon avis, il aurait été mis en place. Là, ensuite, à partir du moment où ça se défaisait, où il ne se passait rien, on repartait à nouveau dans un processus. Il y avait eu déjà plusieurs tentatives, celle-là était à 2 doigts de réussir, vraiment il manquait peu de choses. Eh bien à partir du moment où ça ne réussit pas, on repart à zéro. Les cartes sont redistribuées et puis c'est tout. La police française vient d'arrêter Yvon Colonna, l'assassin du préfet. Nommé ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy va imprimer sa marque pendant les 10 prochaines années et confier le dossier corse à un super flic, Bernard Squarcini, l'homme qui a supervisé la traque de l'assassin du préfet Erignac. À l'été 2003, les Corses sont appelés à se prononcer par référendum sur un nouveau statut pour l'île. Ils rejettent la réforme. Chez les Corso-africains, rien ne va plus. Le duo Tommy Feliceggi se disloque. Les anciens associés se répartissent les territoires. À Feliceggi le Congo, à Tommy le Cameroun. Mais l'amitié entre Michel Tommy et Richard Casanova exacerbe les tensions. Par le biais de Casanova, la brise de mer pourrait s'étendre en Afrique, ce que refuse Jean-G. Colonna. La situation empire, le partage ne fonctionne pas, et comme prévu, l'un des deux clans va tout perdre. Il ne vous a pas échappé que depuis quelque temps, je suis la cible d'une certaine presse hexagonale. Chers amis, ne vous laissez pas contaminer par cet acharnement médiatique. La vérité finira par triompher des amalgames trompeurs et des rumeurs sans fondement. Un soir de mars 2006, Robert Feliceggi s'effondre sur le parking de l'aéroport d'Ajaccio. Abattu dans le dos, le pionnier de la Corse-Afrique n'est plus. C'est un séisme. C'est un séisme à cette époque. Personne ne le comprend. Il y a une enquête qui, à mon avis, n'a guère prospéré. Peut-être même est-elle déjà clôturée. On sait très bien que les investigations en Afrique sont difficiles. On sait aussi qu'elles le sont en Corse. Moi, je n'ai aucune idée d'où cela peut venir, mais il devait y avoir quand même de nombreux ennemis. Un vaste cortège funéraire accompagne Robert Feliceggi. Son cercueil est recouvert des 3 drapeaux, les drapeaux français, congolais et corse. Dans la foule, on reconnaît son vieil ami, Jean-G. Colonna. Jean-G. Colonna qui meurt à son tour quelques mois plus tard, dans un accident de la route. Jean-G. Colonna era quel che sia d'una discrezione meglio anche se lo conoscia parecchiamente. Uso interrompi a canale sto dobu mediorno ne testimonia. La disparition du parrain de Corse du Sud ouvre un cycle de vengeance au cœur des plus hautes instances criminelles de l'île. En avril 2008, Richard Casanova est assassiné par son rival au sein du gang de la Brise de Mer, qui implose lors de violentes luttes intestines. Entre 2008 et 2013, 68 assassinats et 29 tentatives déciment les clans et leurs alliés, selon une symétrie presque parfaite. Dans le Sud, la génération de Jean-G. Colonna a perdu pied. Et on peut considérer qu'actuellement, une nouvelle génération est aux commandes dans le Sud de ces tendances mafieuses. Et que dans le Nord, une nouvelle génération du banditisme corse de la région bastiaise est aux commandes. Voilà, et je pense que la distinction entre les entreprises criminelles du Nord et les tendances mafieuses du Sud est toujours valable. Simplement, ce qui est révélateur, c'est que pour la Brise de Mer, par exemple, et on peut faire le parallèle avec Jean-G. Colonna aussi, ça a duré 30 ans. Et ce sont des organisations, notamment la Brise de Mer,
qui ont fini par s'effondrer, non pas sous les coups redoublés de l'institution répressive police et justice, mais essentiellement en raison de leurs dissensions internes. Alors comme en général, là, il n'y a pas de processus de Matignon pour les mettre d'accord entre eux, ça se passe à coup de 1143. De tous les parrains de la troisième génération, seul demeure Michel Thomy. Dans un rapport confidentiel, les services français le présentent comme l'empereur des Jeux en Afrique centrale et le dernier des parrains en France. Depuis le Gabon, Michel Thomy dirige un empire qui transcende le continent africain et s'étend jusqu'en Extrême-Orient. Ça vous prouve qu'on est venu pour être bien installé dans le pays et pas venir simplement pour prendre de l'argent et s'en aller, vous voyez. Parce que regardez la qualité du produit, ça a 4 ans. La puissance de son réseau fait de Michel Thomy un homme indispensable aux services spéciaux français. Et je pourrais vous dire que dans le monde du renseignement, j'ai encore vécu, dans les années récentes, l'intérêt des Thomy pour certaines administrations. Parce que les Thomy, c'est bien entendu des gens qui sont dans les jeux en Afrique. Mais bien entendu, ils ont aussi des renseignements sur le quoi et le comment. Parce que dans les casinos africains, dans les salles de jeux africaines, qui est-ce qui vient? C'est pas le petit peuple qui a 1 euro pour faire vivre sa famille par mois. Oui, c'est pas les mêmes personnes. Donc c'est une source de renseignements. Voilà. Bernard Squarcini, l'homme que Nicolas Sarkozy a placé à la tête des services français, veille aux intérêts de Michel Thomy grâce à une antenne implantée au Gabon. Mais Bernard Squarcini, que je connaissais bien, il connaissait tout le monde là-dedans. Il connaissait Félix Hadji, il connaissait Thomy, il connaissait François Santoni, il connaissait absolument tout le monde dans l'île Bernard Squarcini, forcément. Le médecin, en général, il est au contact des malades. Pour vous faire comprendre les choses, à un moment donné, la proximité de ces gens avec les milieux d'affaires et les milieux politico-administratifs de ces pays, notamment africains, font qu'il y a une certaine impunité qui est organisée. Et donc, les zones de force et les rapports de force prospèrent à leur profit. La police dit c'est le parrain des parrains, mais il n'est pas arrêté. Donc on voit bien que c'est très très compliqué. Ils sont en bordure de ligne jaune, ils la frôlent tout le temps, ils la dépassent très probablement, et on a du mal à voir les dépassements, de les voir de façon rationnelle, logique. En 2012, l'élection de François Hollande à la présidence de la République met un terme aux protections politiques dont peut se targuer le dernier des parrains. L'une de ses premières décisions est d'écarter Bernard Squarcini. L'assassinat à quelques semaines d'intervalle de 2 grandes figures de la société corse, l'ancien bâtonnier de Corse du Sud et le président de la Chambre de commerce de Lille, déclenche un électrochoc au sommet de l'État. La dérive actuelle doit être stoppée. C'est quoi un système mafieux? C'est pas uniquement des voyous, des criminels. C'est un système qui est ancré dans la société. C'était dit tout à l'heure par un autre élu. Et on voit bien que toute la mécanique de l'État là, se met en route, accélère le processus qui était en cours depuis la mort de Félix Hadji et désigne véritablement l'homme qui est au bout du doigt de Valls et évidemment Michel Thomy. En juin 2014, Michel Thomy est mis en examen pour corruption d'agents publics étrangers, faux et usage de faux et abus de confiance. L'empire fondé par les Corso-africains vacille. Et comme un signe, en juin 2015, l'homme qui depuis la naissance de la Ve République a protégé, sinon côtoyé la mafia corse, l'homme qui lui a permis de s'enraciner au cœur du pouvoir sans jamais tenter de la combattre, meurt de vieillesse. Charles Pasqua emporte avec lui ses secrets. Depuis un siècle,
la mafia corse a tant prospéré dans la République française que perdre l'un de ses protecteurs ou le dernier de ses parrains ne suffira pas à démanteler le système. Aujourd'hui en Corse, le rêve cubain est à portée de main. Des secteurs entiers de l'économie insulaire sont sous la coupe de systèmes mafieux, comme le tourisme, l'immobilier ou la sécurité. La peur est leur arme absolue pour contrôler les sociétés et contraindre au silence. Bientôt, une 4e génération de parrains s'imposera, que la République en ait besoin ou non. Aucune démocratie n'est condamnée à cohabiter avec une mafia qui la gangrène. Pour la combattre, il faut déjà prendre conscience de son existence, de sa toxicité et de son enracinement, et rendre visible ce pouvoir invisible. Tout le reste dépend des pouvoirs publics.